tout le monde au premier podcast, Le Monticule. L'objectif de ce podcast-là, comme je l'ai mentionné dans la vidéo précédente, c'est de découvrir le parcours de tous les joueurs ou les personnes importantes et influentes du baseball. Et aujourd'hui, on reçoit un produit des Voyageurs de Saguenay, un gagnant de la Coupe du Président en 2020 avec les Diamants de Québec, un ancien porte-couleur de l'Académie de baseball Canada, du Sussex de New Jersey. J'espère vraiment que je l'ai bien prononcé, le Bulldogs de Southern Oklahoma et nouvellement entraîneur adjoint des Voyageurs de Jonquière. Voici, mesdames et messieurs, Nicolas Doré. Merci, Zach, Comment? de l'invitation. Hey, aucun stress, man. C'est toujours un plaisir de jaser avec toi de baseball. Puis tu m'as été utile dans certains devoirs à l'école et des choses comme ça. Fait que c'est toujours agréable de jaser de baseball avec toi. Puis pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire un peu un résumé de ton parcours de baseball, d'où ça vient, qui t'a initié et le cheminement que tu as eu? Oui, sans problème. Donc, le tout a commencé quand j'ai déménagé au Saguenay. Je suis originaire de Lévis. Donc, j'habitais là les 5 premières années de ma vie. J'ai joué une année de soccer à Lévis. Malheureusement, j'ai vite réalisé que ce n'était pas fait pour moi. Donc, quand on a déménagé ici, je me cherchais tout de suite un autre sport. Le baseball était quelque chose qui fitait dans l'oreille de mes parents. Et donc, j'ai tout de suite embarqué là-dedans. J'ai dit, on va essayer. Puis, j'ai tout de suite tombé en amour avec le sport. Littéralement, là, je suis tombé que le matin, je me réveillais l'été pour écouter Sport 30, avoir des nouvelles du baseball. Donc, j'ai continué le parcours un petit peu normal du jeune de Québec. Donc, tu joues Rallye Cap, Atome, Moustique, tout ça au Saguenay. Par contre, je n'étais pas super bon. Je ne faisais pas les équipes, championnats provinciaux, le régional ici. Même que ça, on arrive au Bantam, parce que là, je rentre dans le sport-études. Puis après, si on n'avait pas de PIO2A, nous, au Saguenay, là, c'était juste à partir de Bantam qu'il y avait de l'élite. Donc, on arrive ici, Bantam, avec le sport-études. Ça va bien, tout est tranquille, pas le plus grand, pas le plus gros. Coupé ma première année Bantam 2A, je me dis, OK, c'est correct. Dans le fond, je vais vraiment juste aller jouer au baseball, m'amuser. Je vais quand même travailler fort parce que j'étais un peu orgueilleux. Je vais essayer de leur prouver que je méritais ma place, mais pas éviter non plus durant ce que c'était les Jeux du Québec, pas éviter pour les Jeux du Québec durant cet été-là. On retourne au sport-études au mois d'août, mois de septembre. Travaille fort. Changement de position, devient receveur 2 semaines avant le camp. Avant ma deuxième année Bantam 2A, là, je me dis, OK, c'est-tu un message comme quoi que j'ai aucune chance, puis ils veulent juste me donner des faux espoirs ou quoi que ce soit? Finalement, non. Je fais l'équipe Bantam 2A. Après ça, je pense que là, j'ai eu comme une bourrée de croissance en plus et une bourrée de confiance. Je pense qu'il est venu de ça. Donc, par la suite, là, ça, c'est là que toutes les choses ont commencé à débouler, où l'année d'après, j'ai joué une Jet 3A. Pour les 2 prochaines années, en fait, j'ai joué deuxième Jet 3A. J'ai été vu par l'ABC. L'ABC m'a invité à aller rejoindre le programme d'hiver pour commencer. Après ça, j'ai fait le cas du U18, j'ai été pris. Après ça, j'ai resté un hiver de plus avec l'intention de quitter vers les États-Unis. Ça, c'était en 2017, l'hiver 2017. Donc là, après ça, on est allé le voyage en Floride. Sans trop rentrer dans les détails tout de suite, là, c'est là que j'ai eu quelques regards sur moi. Malheureusement, en plus, petite histoire que je compterai tantôt avec le téléphone, je perds mon téléphone, le coach veut me texter, je dis je peux pas, les pense que je suis pas intéressé. Mais finalement, ça a réussi à bien faire avec les coachs qui étaient sur place. Un offre parti aux États-Unis 3 ans, 2018-2019 au New Jersey, avant de transférer en Oklahoma en 2020. Puis de revenir après ça. Puis pendant ce temps-là, ça faisait aussi que j'ai fini mon junior en 2020. Donc j'ai fini le collège et le junior, le stage junior en même temps. Donc je pense que j'étais vraiment prêt à tourner la page. Je joue encore senior élite ici, ici pas au Saguenay, mais au Québec, à Drummondville. Mais c'est plus sur le par plaisir vraiment là, que je vais là quand que je peux, mais c'est surtout sur le coaching. Là. La page de joueur, c'est vraiment été virée en 2020 après d'avoir joué, terminé mon stage junior et les collèges. D'utiliser quand même des bons termes, là, tourner la page. Je pense qu'au baseball, souvent, c'est quelque chose qui est difficile à faire pour certains. D'autres ont peut-être un peu plus de facilité. Mais tu as utilisé aussi un terme quand même assez important. Ben, pas un terme, mais une situation importante. Puis je voulais vraiment y toucher parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le baseball, qui voient les gens, les gars comme toi, aller aux États-Unis, mais ils savent pas trop comment ça se passe, le processus, surtout à l'ABC, comment tu te fais voir, comment tu te fais connaître par les coachs. Peux-tu développer un peu là-dessus, savoir c'est quoi le processus quand tu es arrivé à l'ABC puis que tu commençais à tourner un peu plus avec les gens des écoles universitaires et collégiales? Oui. Ben même en fait, avant ça, pour se rendre à l'ABC, souvent, ce que le monde y pense, c'est juste les chiffres. Un petit peu, tu lances fort, tu frappes fort, tu cours vite, c'est là que ça va faire voir, mais il y a plus que ça un petit peu pour se faire voir. En fait, moi, la rencontre, la game après ce que je me suis fait rencontrer par les dirigeants de l'Académie de baseball du Canada, c'est après une volée d'à peu près 14-2. Puis, tu sais, j'avais rien fait de spectaculaire.
ce qu'ils m'avaient dit, c'est que j'ai resté toute la game à encourager. Donc, souvent, le non-verbal, s'il y a des jeunes joueurs qui écoutent ça ou qui vont regarder ça, votre non-verbal, la manière que vous vous dirigez quand vous gagnez par beaucoup, perdez par beaucoup, est aussi, c'est pas plus important que juste vos chiffres. Parce que j'ai vraiment jamais été quelqu'un qui a frappé super fort, lancé super fort, courir vite, rien. Mais juste la manière que vous vous dirigez, vous vous comportez est très important. Puis ça se démontre après ça, une fois que tu rentres dans l'ABC, c'est là que tu vois qu'au Québec, il y en a des bons joueurs. Tu es avec des bons joueurs à chaque jour. Je sais que moi, dans mon terme, comme on peut dire, c'était de 3 à 6 heures le soir. Donc, tu étais 3 heures de temps avec des joueurs élites, des entraîneurs élites. Puis après ça, eux, ce qu'ils font, même moi, c'était des voyages. Donc, on partait en Oklahoma durant le mois d'octobre. Donc, tu avais 10-12 jours. Fait que tu joues à peu près 10-12 games, une par jour, des fois même 2 par jour. Puis tu affrontes différents collèges. Donc, puis ils font souvent 2 équipes aussi. Donc, parce qu'évidemment, il y en a qui sont un petit peu plus haut niveau, plus bas niveau. Puis il y a des joueurs qui sont entre les deux, puis eux, des fois, peuvent choisir. Comme moi, j'avais été mis dans l'équipe 2, où c'était l'équipe où c'était réaliste de savoir que je n'allais pas aller dans la plus grosse université américaine. Donc, tout simplement, tu affrontes des bonnes équipes, un petit peu moins bonnes quand même, mais ça donne la chance à tout le monde, justement, d'être vu. Puis, est-ce qu'il y en a qui pensent qu'ils mériteraient un autre sort, peut-être? Moi, j'étais très ouvert, très heureux avec la décision de l'entraîneur-chef dans le temps, là, de me placer dans l'équipe 2, puis simplement de jouer contre des équipes. Pas eu d'offre en sortant d'Oklahoma, puis je revenais d'une blessure. Donc, ça, c'était bien correct. Je savais qu'il était peut-être un petit peu tôt. C'est la Floride après Noël. Où ce que là, c'est au mois de mars. On est parti en Floride. Encore là, 2 semaines, 12 à 14 matchs. Se réveille un matin, c'est là, j'échappe mon téléphone dans la toilette. Je laisse le téléphone dans le riz à la maison, parce que c'était à l'hôtel, je veux dire. Après ça, j'arrive là, probablement un de mes meilleurs matchs à vie. Je connais vraiment un bon match. Puis par la suite, les entraîneurs, souvent, de l'ABC vont aller voir l'entraîneur de l'autre côté. Est-ce qu'il y a des jeunes que vous êtes intéressés à juste prendre les informations personnelles? Là, ils ont dit oui, le receveur. Donc là, ils prennent des informations, ils me demandent mon numéro. Je dis, ben, j'aimerais bien vous le donner, je ne peux pas. Mon téléphone ne fonctionne plus, je vais vous donner mon courriel. Il a dit, c'est bon. Fait que là, tu échanges le courriel, après ça, il t'envoie un courriel avec les informations. Tu envoies des vidéos. Il y a peut-être d'autres coachs qui vont fonctionner différemment. Moi, c'était t'envoies des vidéos pour savoir s'il est réellement intéressé, parce que c'est peut-être juste un match que tu as été chanceux. Par la suite, il m'a invité à une visite. Donc, je suis allé visiter l'école. Donc, une fois de partir une visite. Je n'ai pas fait de test, par contre. Des fois, il y en a chez aussi également qui vont faire des tests une fois rendus sur place pour vraiment avoir encore plus de chiffres. Moi, il me l'avait demandé sur vidéo, je les avais envoyés. Puis, il m'a juste vraiment fait visiter l'école, où on allait habiter, ces choses-là. Puis, j'ai quitté les lieux avec une offre. Il m'a dit, reviens-moi, s'il vous plaît, bientôt. Donc, ça a pris 2 semaines à peu près. Puis j'ai accepté. J'étais très heureux d'accepter. Donc là, je savais où j'allais m'en aller. C'était au New Jersey au moins pour la prochaine année, parce que tu peux toujours transférer. Mais j'avais quand même toujours eu en tête de rester là 2 ans. Puis c'est ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment comme ça le processus. C'est de jouer, justement, encore une fois, de bien jouer, mais de bien paraître aussi, de ne pas être quelqu'un qui se prend trop big shot ou quoi que ce soit. Puis je pense de savoir aussi ton talent. Parce que justement, j'avais voulu être absolument avec l'équipe 1, mais d'un, je n'aurais pas joué. Donc, vu que je n'aurais pas eu d'offre. Donc, d'accepter ton rôle, d'accepter un petit peu ton talent, des fois, je sais que c'est difficile. C'est un peu comme tourner la page. Il y en a que c'est difficile, mais juste accepter ton rôle, je pense que ça peut être difficile aussi. Mais plus tu l'acceptes tôt, je pense que plus tu peux avoir de succès à l'intérieur de ça. Tu as utilisé quelque chose quand même assez intéressant aussi sur tu as réalisé ton potentiel, ton type de joueur que tu étais, puis le niveau que tu étais. J'ai déjà entendu une phrase qui m'a marqué quand j'étais jeune, puis que je frôlais un petit peu avec l'élément élite, justement, un peu comme toi avec le Bam Tam 2A. Quelqu'un m'a déjà dit, puis tu le connais en plus, là, mon paternel m'a déjà dit, tu peux être bon dans ton coin local, puis être le meilleur, mais aussitôt que tu arrives avec des plus forts, vas-tu être capable de te démarquer ou tu vas rester médium, Ouais. tu vas rester le joueur-là? Puis là, justement, tu apportes un bon point en disant c'est ta façon que tu agis, ton non-verbal, la façon que tu te comportes, puis comment tu penses à tes jeux. Puis la phrase souvent qu'on entend aussi dans le baseball, c'est pense au prochain jeu et non à lui qui vient d'arriver. Puis ça a un impact sur ton non-verbal. Je pense que ça, c'est quelque chose quand même à retenir beaucoup de ton passage à l'ABC, c'est de dire pense vers l'avant et pas ce qui vient de se passer, parce que si tu retiens là-dessus, souvent, il y en a qui vont juste tourner en rond. Oui, exactement. Il y en a qui étaient tellement bons et qui n'ont pas atteint le prochain niveau ou quoi que ce soit. Mais souvent, ça revient justement à ça. C'est qu'ils ont été pris dans un petit cercle vicieux un peu, que pense à pourquoi au lieu de vers l'avenir puis toutes ces choses-là. Puis quand tu es arrivé justement au New Jersey, un peu dans la même optique un petit peu, tu arrives dans un nouvel endroit, il faut que tu apprennes à connaître les gens autour de toi. Comment tu t'es senti? Parce que tu es arrivé comme catcheur.
J'ose Ouais, croire qu'il n'y avait pas seulement toi, il devait y en avoir quelques-uns aussi on avec était toi 6. qui. Vous étiez six. Comment c'était la chimie là, de voir peut-être un qui était considéré le meilleur, toi qui étais situé à une place dans ce coin-là? Comment tu t'es C'est sûr, senti? c'était comme un choc culturel aussi. Je continue à dire que les États-Unis, c'est un monde différent que le Québec. On dirait que c'est vraiment différent. Oklahoma, c'est encore pire, mais même le New Jersey, c'était déjà complètement différent. Tu arrives là, nouvelle langue. J'habitais dans une maison où on était 8. Il y avait 2 Japonais, un gars d'Honduras, 2 gars de Venezuela. Ça parlait pas anglais dans la maison. Fait que moi, en plus, qui devais apprendre, je parle anglais, mais pas parfaitement. Je me suis dit, je vais l'apprendre là, mais dans la maison, finalement, tu étais avec des jeunes internationaux. Fait eux se parlent en espagnol, les Japonais en japonais. Fait que là, c'était encore un autre choc. Je me suis dit, OK, l'anglais, il va falloir que je pratique encore plus fort dans les classes, dans les pratiques pour l'apprendre. Puis là, ça arrive justement au meeting de catcher, t'es 6. La première fois de ma vie que j'étais 6 pour une équipe. Je me suis dit, à l'ABC, on est 6, mais on est 45. C'est normal, c'est un programme. Mais là, c'est vraiment l'équipe, on est 6. Je me suis dit, OK. Là, je suis allé voir un peu s'il y a des deuxièmes années. On était 3 premières années, 3 deuxièmes années. Il y a 2 deuxièmes années où ce qui était sur le depth chart était un petit peu plus bas, mais il y en a un que l'année d'avant. Il avait gagné All Conference, il avait été là, il avait été vraiment bon, puis tout le monde pensait que ça allait être lui qui allait encore là. Mais moi, je me suis dit, mon but, c'est de devenir le numéro 1. C'est une raison pourquoi je suis ici. Je veux pas juste être sur le banc et dire oui, je suis allé au New Jersey, tout est beau, tout est le fun. Je voulais jouer. C'est là que j'allais chercher pour moi le plus de plaisir. Donc, ça, c'est sûr, c'est un autre défi, justement, d'apprendre l'anglais, d'apprendre du nouveau monde. Si tu t'ennuies, tu ne peux pas prendre l'auto et aller chez papa-maman. Tu es loin. Fait que ça a été quelque chose, qui une expérience de vie vraiment enrichissante pour vrai. C'est quelque chose que j'ai adoré faire, que je referais demain matin. Les challenges, les défis, justement, là, un matin, tu ne files pas, comment tu t'arranges. Tu as de la misère à l'expliquer en plus à l'entraîneur parce que tu n'es pas sûr les termes utilisés en anglais. Le catcher, dans ta pratique de receveur, l'exemple, il y en a qui t'aiment moins parce qu'ils sentent que tu es le nouveau d'un autre pays qui veut venir prendre leur place. Donc, c'est quelque chose de super que j'ai vraiment adoré. Mais c'est sûr que ça prend une certaine discipline également là, pour ne pas lâcher prise parce qu'il y a des journées en plus que les entraîneurs, ils n'ont pas de règlement. Ils font ce qu'ils veulent, ils pratiquent quand tu veux. Ils peuvent te faire courir. Tu peux facilement perdre la tête, mais je pense que c'est vraiment important de rester calme puis de trouver des repères. Comme moi, j'ai eu un ami là-bas que je pouvais aller dormir chez lui, puis tout. Ça m'a aidé, ça m'a aidé à me sentir plus en confiance, justement, que juste tout perdu tout seul dans la maison, en plus, avec 3 langues différentes. Donc, c'est de trouver certains repères pour t'aider à combattre tout ça. Puis une fois qu'après ça, l'anglais embarque, là, ça allait encore plus vite. L'école a commencé à mieux aller. Puis après ça, là, c'était vraiment. Avec la chimie avec les joueurs était excellente. Puis même avec l'autre receveur, je pense qu'il a compris que j'étais là pour lui donner compétition, mais c'était une compétition saine. J'étais pas là pour essayer de le backstab, rien. Euh, c'est toi, c'est moi, on essaie de se battre les deux pour un. Il y a un receveur à la fois qui joue, en tout cas en arrière du marbre. On se bat pour cette position-là, mais en le faisant de la bonne manière. Puis ça, c'est. À partir de là, ça a vraiment tout déboulé, puis c'est là que j'ai adoré. Ça a pris 2 mois à peu près, je dirais, là, facilement. Pour après ça, j'ai adoré le reste de mon expérience. Et quand tu es arrivé là, avec les entraîneurs, c'était quoi le dynamisme que vous aviez? Est-ce qu'il y avait une planification de tes objectifs? Est-ce qu'ils t'ont juste envoyé dans les premiers mois, ils t'ont dit vis l'expérience puis on se parle plus tard? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est un petit mélange des deux. L'entraîneur-chef te rencontre, moi, il m'a rencontré, puis il me dit c'est ce qu'on attend de toi. Il me disait tu allais être dans les 2 premiers catchers. Il y en avait même un troisième aussi, une autre première année qui se battait pour du temps de jeu. Il dit vous allez être 3, peut-être 2 à vous battre pour du temps de jeu. On va essayer de te faire jouer peut-être un petit peu dans le champ au deuxième but pour si ton bat est bon. Parce que souvent aux États-Unis, tu frappes, tu joues. Ça fonctionne souvent comme ça. Mais tu sais, il n'y avait pas d'objectif clair, de poids, de lentilles, rien. C'était vraiment juste on te donne la chance, on pense que tu vas la mériter. Donc, vas-y, dans le fall où tu joues intra-équipe contre d'autres équipes. Tu vas avoir ton opportunité, c'est à toi de la prendre. Ça reste pas mal à ça. Donc là, tu joues, il te met dans le line-up une game sur 2, pendant que l'autre fait l'autre game, puis après ça, il prend ses décisions. Puis vers la fin là, du fall, là, il te rend compte, ou même tu t'en rends compte là, à les games intra-équipe, où ce que là, justement, il m'avait dit tu vas être le receveur numéro 1. L'autre va diriger vers le DH dans le champ. Puis il s'était blessé un petit peu. Donc, tu sais, j'ai eu un peu de chance, on peut dire, par rapport à ça. J'ai profité du malheur des autres un petit peu sans le vouloir en étant qu'ils se sont blessés. Donc, ça m'a amené du temps de jeu. Puis j'ai pris ma chance. Quand il m'a dit c'est à toi, vas-y, j'ai bien joué, donc j'ai gardé le poste. Mais sinon, c'est vraiment plus du laisser aller. Ils sont là pour laisser les jeunes avoir la meilleure équipe possible sur le terrain. Puis ça, souvent, ça se fait si tu es prêt à performer ou non. Ils ne sont pas là pour te dire t'es beau, t'es bon, t'es capable. T'es bon, tu joues, t'es pas bon, tu joues pas.
Puis dans l'objectif d'avancer plus loin pour soit monter de niveau dans les collèges ou possiblement peut-être toucher à la MLB, quelle était leur façon de faire à eux? Est-ce qu'ils te rencontraient pour te dire ton objectif dans 5 ans? Est-ce que c'est de te rendre dans une équipe? Euh, Est-ce que c'est juste de vivre l'expérience collégiale? pour les autres universités, exemple, pour aller à l'université, parce que ça, c'est un junior college, ouais, ça, il aide un petit peu. Justement, dans le fall, tu affrontes quelques universités. Lui avait quelques contacts, notre entraîneur-chef, là, par rapport à ce que lui avait joué ou ce que d'autres de ses amis avaient joué, d'autres amis qu'il a coaché maintenant. Donc, ça, il pouvait t'aider un petit peu à avoir des offres de ce côté-là. Je m'avais mis en contact avec quelques universités là, en Pennsylvanie et au New Jersey. Mais moi, je voulais changer un peu. Je voulais vivre. Personnellement, je savais que je n'allais pas me rendre à la MLB, justement. Donc, je voulais vivre la plus grosse expérience possible. Donc, ça, je voulais un petit peu sortir de New Jersey pour aller ailleurs, pour vivre une autre expérience. Pour la MLB, par contre, peut-être parce que lui ici, le coach, le savait qu'il n'y en a pas dans notre équipe qui allait se faire repêcher, qui n'a pas poussé ou rien. Ou est-ce que c'est soit ça ou il n'aura pas essayé, je ne sais pas. Mais je sais que moi, personnellement, c'est pas ça qui m'a coûté ma chance au baseball professionnel. Je savais que c'était pas quelque chose qui était réalisable. Donc, c'était vraiment de vivre d'être le meilleur que je pouvais durant mes 2 années pour après ça, justement, aller ailleurs là, dans une université. Là, justement, après ton 2 ans, tu t'es ramassé, si je me souviens bien, en Oklahoma avec Oui, les exactement. Bulldogs. Comment la transition s'est faite? Parce que le niveau de jeu augmente, la qualité des joueurs Ouais. augmente aussi. Comment la transition s'est faite entre ces deux niveaux de jeu-là? Ça s'est quand même bien fait, je dirais. Ce qui a aidé cette fois-ci, c'est qu'en plus, on était 4 Québécois. Donc, c'est un Québécois qui était déjà là, Alex Bédard, qui m'avait mis en contact avec le coach. Donc là, des vidéos, on a parlé, pas de visite, rien. On a signé sur l'offre. Je me suis dirigé là-bas. 4 Québécois rend la chose beaucoup plus facile. Tu as le temps justement de t'habituer à de nouvelles choses, mais tu as quelqu'un qui avait déjà été là, Alex. Ça faisait déjà 1 an qu'il était là. Donc, tu es déjà plus un petit peu comme à la maison en tant que tel. Tu n'apprends pas à 9 à 100% encore. Tu as déjà des points de repère. Donc, c'était beaucoup plus facile. C'est sûr que le niveau de jeu est beaucoup plus relevé. Très, très relevé même. Là, je dirais, là, ça frappe la balle, s'il vous plaît. Parce que, tu sais, college ou junior, c'est juste 2 ans. Là, tu peux avoir du monde qui sont là 4 ans. Tu as toutes sortes de monde. Ils ont plus d'argent aussi à offrir. Les équipes sont plus nombreuses. Donc, on est encore une fois 5 ou 6 receveurs. Donc, non, c'était vraiment un bon niveau de jeu. J'étais vraiment content d'être là, de me battre justement pour du temps de jeu. Tu sais, au début, je partais de plus loin même qu'au New Jersey. J'étais 3, 4e à essayer de me battre. Donc là, c'est de travailler fort, d'aller faire de l'extra tout seul. Dans les cages, ils sont tout le temps ouvertes. Après ça, de monter tranquillement, pas vite les échelons, à monter jusqu'à numéro 2. Par la suite, une fois que la saison après Noël a commencé, numéro 2, un blessé à l'arrêt-court, fait qu'on change un petit peu. Le troisième but s'en va à l'arrêt-court. L'autre receveur s'en va au troisième but. Et je reçois plus de temps de jeu. Malheureusement, ça a été la saison COVID, puis j'ai terminé mes 2 derniers matchs. Mon dernier double en Oklahoma, 0-7, je pense. Ça a fait que la moyenne a OK, bonsoir. Ça l'a droppé. On est encore en début de saison. Fait que, tu frappes un coup sûr, ça monte de beaucoup. Si tu fais 0-7, ça descend de beaucoup. Mais la COVID nous a arrêté la saison. Mais c'était quelque chose que le processus allait super bien. J'étais vraiment excité. L'école, ça allait bien. J'aimais les professeurs, j'aimais l'enseignement, malgré que c'est un autre monde en Oklahoma. Là. C'est beaucoup plus au sud que le New Jersey. Mais j'adorais justement la compétition saine qu'il y avait. C'était encore plus sain, je pense, qu'au New Jersey. Là, les gars, tout le monde s'aimait. C'était vraiment, vraiment plaisant. Malheureusement, comme je dis, le COVID nous a arrêté ça parce que je pense qu'en tant qu'équipe, on tombait sur une séquence, on tombait tout dans notre rôle, qu'on était à l'aise. Mais ça a été coupé assez sec, merci. Puis tu disais justement que c'était un autre monde, l'Oklahoma. Est-ce qu'il y a une expérience peut-être que tu pourrais nous partager qui nous mettrait un peu dans Euh, le ben, sentiment la de c'est quoi le monde là-bas? première journée que j'arrive là, tu rentres sur le campus, tu vois 3-4 pick-up passer avec 3-4 personnes dans la boîte qui sont assis, puis avec un chapeau de cowboy, tu fais oh, OK. Il me semble que chez nous, puis au New Jersey, il n'y a personne qui fait ça. Après ça, tu as un autre gars qui arrive, il y a 3-4 animaux canards perdus dans la boîte du pick-up aussi, il arrivait d'aller chasser. Un gars de 65 ans qui rentre dans un dépanneur qui s'achète du tabac. Tu vois que c'est comme un peu, on appelle redneck un petit peu. Là. C'est là que j'ai comme compris un petit peu qu'est-ce que ça voulait dire, plus que avant les gars qui arrivent en classe en cowboy, toutes ces choses-là. Je faisais comme, alright, c'est bon, j'aime ça. As-tu adopté peut-être certaines façons de faire qu'il y avait là-bas, que tu as peut-être ramené aussi ici ou que tu as adopté là-bas en tant que tel? Ben, certainement une couple d'expressions en anglais, parce que ça aussi, le langage est plus
est un petit peu différent. Le y'all, c'est quelque chose qui dit souvent à la place de séparer le mot. Ils les mettent tout le temps comme tous ensemble, on dirait. Qu'une phrase de 8 mots, ils vont en dire en 4 mots, mais tu comprends. Donc, ces expressions-là, il y en a une couple que j'ai appris. Au baseball aussi, puis, ben, côté baseball, il y en a un petit peu avec les entraîneurs. Mais sinon, côté je suis pas assez cowboy personnellement pour m'habiller comme ça chaque jour. C'est sûr que quand je vois c'est le country, j'ai tombé en amour avec ça, encore plus au New Jersey, puis au Oklahoma, ça t'aide à tomber en amour avec ça aussi. Donc, c'est sûr que le country, c'est encore plus fort maintenant. J'en écoute tout le temps avec ça. Mais sinon, des mauvaises habitudes un petit peu. Mais ça, on va le laisser pour un autre. Pour une conversation entre nous deux hors podcast. Mais sinon, non, c'est ça. Un peu les expressions anglaises qu'au New Jersey, ils prennent, on dirait, le temps de bien parler. En Oklahoma, il y a un petit peu l'accent. L'accent, je ne l'ai pas pris. J'ai encore mon accent d'ici en anglais, malheureusement. Mais j'ai pris certains mots, ça, c'est sûr. Puis tantôt, tu expliquais là, que dans certaines pratiques ou dans certaines journées, en fait, tu n'avais pas nécessairement le contrôle de ton horaire. Tu disais un peu que le coach fait décider qu'un matin, vous courez, le jour d'après, vous pratiquez, l'autre jour d'après, il y a une autre chose. Est-ce que tu as un exemple peut-être d'une journée ou est-ce que tu as peut-être vécu une expérience qui t'a marqué un peu? Ouais, ben au New Jersey, parce qu'en Oklahoma, en NCAA, tu as des règles. Fait que ça, c'est vraiment fixe. Exemple, je vais juste parler vite vite d'Oklahoma. C'est à 5h, 5h30, tu te lèves. 6h, tu es au terrain de football, tu t'entraînes. Tu t'en vas en cours, tu dînes, tu pratiques. Après ça, le soir, tu fais ce que tu veux, tes devoirs. Ça, c'est vraiment 5 jours sur 7, c'est comme ça. Ils te laissent souvent ta fin de semaine de libre. Euh, pour le New Jersey, c'est comme je disais, justement, tu fais c'est lui qui décide. À m'amener, il dit demain, vous allez être off. Il savait qu'on avait une gang de chums qu'on s'aimait bien, donc on se fait un petit party. Il nous appelle à 6 h le lendemain matin. Il dit OK, dans 1 heure, vous devez tous être au terrain. Pratique de cardio. On faisait comme Oh, all right. Fait qu'il nous avait comme testé, j'imagine, à savoir justement à quel point qu'on allait peut-être se laisser aller. En plus, on est dans le fort. Fait qu'il n'y avait pas une game le lendemain, il n'y avait rien normalement. Fait que, on pensait vraiment qu'il avait juste été généreux de nous avoir laissé une journée de congé. C'est complètement fait avoir. On est arrivé là. Ça n'a pas été le cardio le plus facile. Par la suite, aller dîner, on se revoit dans la cage, pratique encore. Fait que c'est comme 2 pratiques dans la journée finalement. Fait que c'était tout le temps des petites choses comme ça. Sinon, c'était les pratiques, tu arrives là. Le bon vieux 21 retraits, il faut que tu fasses 21 retraits de suite, sans manquer un, sinon tu recommences à zéro. Lui pouvait faire un 27 retraits, mais après ça, il allait chercher vraiment quelque chose qui n'est pas une erreur ou quoi que ce soit pour qu'on redescende à zéro. La pratique peut durer 4 heures de temps. On a déjà été au terrain de 1 heure à, je pense, 6 heures, 5 heures de temps. Tu te dis, il me semble c'est inhumain de penser que ça fait du sens. Je ne m'améliore plus après 2 h 30 sur le terrain à juste que de se faire crier après. Là. Ton cerveau doit être juste mou là, à juste réceptionner Ouais, tout ce c'est qui ça. se passe. Plus ça avance, plus tu es fatigué, plus tu es brûlé, plus tu fais d'erreurs, plus tu vois que c'est bon vieux servicieux que lui était super heureux là-dedans, nous voir avoir de la misère, nous faire courir parce qu'on fait des erreurs. Mais nous, on est juste brûlés. Mais lui, il avait apparemment vraiment du fun. En même temps, je vois quand même un sens assez intéressant parce que tu sais, des fois, souvent, ce qu'on peut voir dans un programme double dans des jeunes ou même ça se voit peut-être un peu moins avec le junior. Par exemple, le budget 3, des fois, vous allez avoir des games doubles, puis Ouais, 2 jours, tes 2 games dans une journée pour l'avoir déjà fait, c'est quand même demandant, surtout pour exemple un catcher que tu es penché ouais, au gros soleil. en effet. Il y avait peut-être un certain apprentissage derrière ça de te dire t'es brûlé, mais il faut que tu restes concentré Ouais, quand ça, c'est même sûr. parce que le jeu est présent. Puis même Ouais, si tu es fatigué dans une game, il faut que tu restes actif et que tu sois capable de faire le moins d'erreurs possible. Et il y avait peut-être ouais. aussi un petit côté un 100%. peu. Je pense que justement, on est devenu plus fort de ces pratiques-là. Okay, qu'on les haïssait toutes. C'est sûr que ça nous a aidé à la fin de la journée, là, à, justement, là, un petit peu à se battre contre soi-même quand ton corps te dit que tu es fatigué, mais de prendre le dessus avec ton moral et non ton physique parce que tu sais que tu es complètement mort. C'est sûr que ça nous a aidé, c'est en effet. Euh, je pense que maintenant, par contre, justement, au Québec, on ne peut plus pratiquer non plus comme ça parce qu'on a réalisé en tant que société que ce n'est pas nécessairement la meilleure manière d'arriver à ce que tu veux. C'est une des façons, mais c'est définitivement pas la meilleure. Là. Mais c'est sûr qu'on justement, on en est sorti meilleur, on en a appris. Mais c'est pour ça qu'on était peut-être fâchés. On savait qu'il y avait d'autres manières qu'on pouvait pratiquer là, ces choses-là. Puis là, tantôt, tu as parlé que la COVID a pas mal arrêté, en fait, beaucoup de gens. Mais dans ta situation, ça a arrêté ton parcours collégien. Comment tu as su que c'était le temps de revenir, qu'elle n'allait pas revenir après la COVID? Euh, j'avais déjà en tête pas mal avant la saison. J'en voulais une dernière. Je me suis dit, je vais aller en Oklahoma au moins 1 an. Puis après ça, ça va être probablement assez. Parce que justement, je vais finir mon junior en 2020 également. C'est assez, je reviens ici, je ne serai pas professionnel. Tout va être beau. C'est assez. Finalement, euh,
la COVID, là, quand je suis revenu, je me suis dit, il me semble que c'est pas fini. Il m'en manque à faire. Par contre, parler avec ma mère, parler avec mon père, parler avec la famille, tout ça, des amis, j'en ai quand même devenu un consensus. Parce que là, il me restait 2 ans parce qu'ils ont donné une année à tout le monde avec le COVID. Là, fait que c'était comme une année pas utilisée. 2 ans, je n'étais pas non plus meilleur, que je n'avais pas 100%. Je ne payais pas 50 000 par année, mais il y a un montant quand même qui vient avec ça. Il a fallu que je fasse mes 2 autres années pour avoir mon diplôme, retourner là. Est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt à faire? Je ne le sais pas, je ne pensais pas. Avec le junior, j'ai dit non, je vais terminer ici 2020 avec les diamants. Je vais faire mes séries en plus en étant ici pour la première fois de mon junior. Parce que c'était la première fois que je ne partais pas au collège mi-août. Donc, j'étais prêt. Je pense que j'ai juste vraiment été prêt à tourner la page. J'ai dit, ça a été le fun. Je l'ai vécu quand même pendant quasiment un an complet. Maintenant, je vais retomber dans le coaching. J'ai tout le temps su que j'avais plus un futur dans le coaching que comme joueur. Donc, je me suis dit, c'est l'heure, c'est le temps. Le COVID, c'est peut-être un message, rien qui arrive pour rien. Ça voulait justement que j'arrête plus tôt. Euh, Là, j'aimerais pouvoir tomber dans un sujet parce que tu as parlé un peu des diamants. Tu as Ouais, quand même eu un parcours au niveau de la LBGQ de 2017 à 2020. ouais, J'ai eu la chance d'annoncer ton nom en voyageur ouais. quelques fois, mais dans l'équipe adverse avec les Diamants de Québec. Premièrement, j'aimerais savoir, quand tu es arrivé en 2017, tu jouais pour les voyageurs ici à Saguenay. Tu étais Ouais, avec le coach Martin Pouliot. Pour les gens qui ne connaissent pas Martin Pouliot, recruteur pour les Capitals de Washington, c'est quand même quelque chose, toujours le fun à dire que tu t'es ouais, fait coacher par un ouais. recruteur de la Ligue nationale. Mais quand tu es arrivé, tu t'apprêtais tranquillement, pas vite, à faire tes débuts dans les collèges américains. Donc en Ouais, 2017, si j'ai bien fait mes recherches, en 2017, tu as signé ton entente avec le collège exactement. Ouais. de New Jersey, puis tu faisais ta saison avec les voyageurs cette même année-là. C'était quoi la chimie ou la dynamique que tu avais avec Martin quand tu es arrivé? Parce que là, tu as un certain statut à détenir parce que tu t'en vas dans les collèges, tu joues avec l'ABC, tu deviens peut-être techniquement soit le catcheur numéro 1 ou 2, dépendamment Ouais. de la situation à cette année-là. C'était quoi la situation? Est-ce que tu devais jouer à un certain niveau pour atteindre un peu là, la hauteur de ton statut parce que tu étais collégial et avec l'ABC? Mhm. Non, ben, la chimie a quand même bien été au début. J'étais supposé le numéro 2 avec Chris Stanford, un 22 ans, qui était supposé d'être là. Finalement, il n'était pas jamais là avec le travail, puis finalement, on l'a échangé. Donc, j'avais beaucoup de temps de jeu. C'est sûr qu'on a clashé sur certaines choses. Je suis quelqu'un qui a eu un certain succès parce que je connaissais un petit peu le baseball et non parce que physiquement, j'avais quelque chose de plus que quelqu'un. C'est vraiment par connaissance de baseball, connaître mes lanceurs. Donc, lui, il voulait appeler les matchs. Moi, je voulais appeler mes propres matchs. Les lanceurs voulaient que j'appelle les matchs. Tu sais que c'est moi qui les call. Donc, c'est sûr qu'il y avait un petit clash de ce côté-là. Martin, qui est un ancien receveur également. Donc, il voulait les tâches. Moi, je les voulais de mon côté. Mais sinon, côté d'avoir un certain rôle, non, parce qu'on avait tout un club quand même. On avait un Éric Tremblay qui a gagné, qui joue au collège américain, qui a gagné le frappeur désigné aux États-Unis à sa deuxième année. Il y avait beaucoup de gros noms dans l'équipe. Puis, j'ai jamais été quelqu'un qui voulait justement prendre le tour sa place. Je voulais juste catcher, prendre ma place comme receveur, par exemple. C'est sûr que je parle beaucoup. Mais tu sais, je voulais pas. Tu sais, j'ai pas arrivé là, je veux frapper 2, je veux frapper 3, peu importe. Je vais juste jouer, je vais essayer de m'améliorer dans mon rôle encore une fois pour qu'au collège, je sois prêt. Mais à part le petit clash qu'il y a eu au début avec Martin, là, de savoir qui allait avoir les responsabilités de caler la game, de s'occuper vraiment des lanceurs, que finalement j'ai eu, parce que les lanceurs m'ont appuyé, c'était vraiment le fun. Ben, sinon, ça a bien été. J'ai appris de lui. Il a joué au baseball, il a gagné avec les Diamants dans le temps en tant qu'entraîneur-chef. Même avec son rôle avec les Caps, qui est un immense rôle. Qui nous a conté l'histoire qu'il a repêché John Oduya, ben, qu'il a fait signer Mathieu Perrault, toutes ces choses-là. Tu vois que c'est de l'expérience qui, même si ce n'est pas dans le même sport, qui est très importante, je pense. Comment vivre avec certaines pressions, avec des attentes, comment se battre pour un poste, toutes ces choses-là. Donc, nous, on avait une belle relation. Sur le terrain, c'est ça, c'est les émotions fortes, tout le monde veut gagner. Fait que je faisais une erreur, ben, c'est sûr qu'il était très heureux de me rappeler que lui ne l'aurait pas fait. Fait que, quand après ça, il prenait les rôles, ben là, c'est moi qui allais comme un peu le taquiner, j'imagine, en lui disant, mais moi, je ne l'aurais pas fait. Fait que si on se pognait un petit peu côté compétitif, mais hors terrain, là, c'était A1. Vraiment avec toute l'équipe, là, tout le monde l'aimait hors terrain, ça, c'est sûr. Sur le terrain, je pense qu'il y a des entraîneurs que tu vas mettre comme c'est ton préféré de tous les temps, comme il y en a que tu vas mettre, c'est lui que tu as le moins aimé. Martin, c'est sûr que je le mets dans eux que j'ai bien aimé. J'ai aimé la manière un petit peu qu'il avait vraiment son approche avec les jeunes. Puis je pense que ça, j'essaie de l'appliquer un petit peu dans la manière que moi je coach. Donc, je pense qu'il m'a surtout appris comment gérer justement un groupe, des situations.
Donc, non, je suis vraiment content du temps que j'ai passé avec Martin, les 2 ans que j'ai passé avec Martin. Et dans ton parcours dans la LBGQ, tu as vécu quelque chose que beaucoup de gens approximativement 20 ans vont vivre. Puis c'est pas toujours évident, ça dépend surtout de la façon que tu l'apprends. Tu as été échangé au Rocket de Ouais. Quaticook. Pour les gens qui ne savent pas, Chicoutimi et Quaticook, ben Saguenay et Quaticook en Estrie, il y a 4 heures de différence. C'est pas toujours facile pour quelqu'un qui vient de Ouais. loin que le cheminement à faire. J'aimerais savoir, premièrement, comment tu as appris que tu étais échangé, puis comment le transfert entre Saguenay et Chicoutimi s'est produit. Saguenay Dans le et fond, en Quaticook, fait, excuse-moi. j'ai été échangé après l'année 2018 à Charlebourg en premier. Mais j'ai commencé l'année en 2019 à Charlebourg parce que j'étais dans une des considérations futures pour le gros échange là, de Castignou, Chagnon, Dumas et Alexandre Labrise. J'ai commencé à Charlebourg. Au début, je savais que j'étais dans les 5 noms possibles. Je ne pensais pas que j'allais être choisi parce qu'il y avait déjà Raphaël Ross et Louis Gendron comme receveur. Fait que, il y avait comme un peu le vétéran et le jeune receveur. Je me suis dit, il me semble qu'ils n'ont pas nécessairement de place pour un troisième. Finalement, ils m'ont pris. Je suis arrivé là, c'était un petit peu la même affaire comme un peu au New Jersey. En fait, là, c'était je vous donne votre chance, lui qui joue le mieux va jouer. Exemple, Rush jouait bien, il est même allé au troisième but pendant que je catchais parce que lui frappait. Définitivement ma pire saison bâton. J'étais vraiment poche. J'ai vraiment pas été bon. Donc là, je savais qu'au deadline, j'imagine qu'il y avait possibilité d'un échange. Je me suis dit, on va voir. Il ne m'a pas encore parlé de où exactement. Donc tout est beau, là, on arrive au deadline. Moi, je suis au Saguenay ici. Petite soirée à la Voie Maltais. L'entraîneur de Quaticook me texte bienvenue dans l'équipe. Là, je dis de quoi? De quoi tu parles? Tu as été congédié et tu t'en viens avec nous autres? Ou il dit non, on vient d'aller te chercher. Oh, OK. J'ai dit je t'appelle dans 2 minutes. Là, j'ai lâché un texte, je n'aimerais pas de nom, au DG, anciennement DG des Alouettes. Puis, tu sais, j'ai juste envoyé je pense qu'on appelle ça comme ça, là, un GIF, avec comme un échange point d'interrogation. Puis il a dit oh, appelle-moi. Un Je l'ai comme appris à émoticône. 2 heures du matin par le coach adverse. Ça m'a vraiment. C'est vraiment venu me chercher du mauvais côté des choses. Je pense littéralement, là, c'était l'année après. Avant de partir en Oklahoma, dans le fond, l'été 2019, c'était avant de partir. Me dire Quaticook, le DG qui m'appelle, en plus que là, il s'était fait dire par le coach de Quaticook, tu vas être là à tous les matchs. Tu vas être là pendant les 2 prochaines années. On a trouvé un travail pour toi. J'ai déjà un travail ici. Non, je ne ferai pas 4h30 de route à tous les mardis. Non, je ne serai pas là pendant 2 ans, c'est impossible, justement. Donc, c'était vraiment pas une situation idéale. J'avais jamais donné. Je comprends que ça peut arriver junior, mais j'ai dit, vous allez faire aussi avec ma réalité que je suis beaucoup trop loin. Donc, ça m'a comme vraiment. J'étais vraiment pas dans une bonne situation là, de. Après l'échange par eux, tu es échangé dans une équipe que tu n'as pas nécessairement été échangé. Donc, il restait 2 jours avant le deadline. Quand ça s'est arrivé, le lendemain, je me réveille. Je dis à ma mère, c'est fini. Je ne revois pas à Quaticook. Rendu là, je ne revois pas en Oklahoma. On va tomber dans le coaching tout de suite, puis on passe à d'autres choses. Là, elle me donne un petit wake-up call, c'est assez. Là, là finalement, Quaticook me dit si tu viens à X nombre de matchs cette année, on va t'échanger après cette année. C'est dans le fond, avant l'année 2020, on est d'accord, ça ne fait pas nécessairement de sens. On pense qu'on s'est fait jouer un tour par notre entraîneur-chef, peu importe. On va t'échanger. Viens à X nombre de matchs, s'il vous plaît. Aide-nous à essayer de rentrer en série. Si tu peux venir en série, viens, quoi que ce soit. Puis après ça, on va t'arranger. J'ai dit, OK, c'est quelque chose que je peux faire. J'ai accepté. Là, je veux savoir, tu t'es ramassé en 2020 dans un club qui gagne quand même régulièrement, parce qu'on Ouais. s'entend, tu as été échangé. Te souviens-tu exactement contre qui tu as été échangé ou comment l'échange a été fait? L'échange a été fait le 1er novembre, quand les échanges ils rouvrent. Dans la première semaine de novembre, je ne sais pas si c'est exactement le premier. Contre quoi exactement? Il me semble que c'est 2 choix. Je pense que c'est un choix de première ronde, un choix de deuxième ronde. Là. Ce qui n'est pas OK. nécessairement peut-être beaucoup, je ne sais pas exactement. Là, je ne me connais pas assez en échange dans le junior. Mais je sais que c'était vraiment un échange dans le sens que Quaticook se sentait prêt à me laisser aller un petit peu. Là. Sachant très bien que je n'allais pas y retourner. Donc, je ne pense pas qu'il y avait le plus de pouvoir de négociation possible. Je pense que Québec était au courant que je voulais quitter eux. Je savais qu'il y avait déjà eu des discussions pour peut-être aller me chercher auparavant. Donc, je pense que là, c'est Québec. Québec, pour moi, c'était parfait. Toujours admiré le travail de Doom Walsh, qui était entraîneur-chef à l'époque. Maintenant, il est le directeur général. J'ai toujours admiré son travail, la manière qu'il coachait.
Donc, j'étais allé en plus pour Raphaël Prémont qui avait quitté en 2019. Il avait besoin d'un receveur. Donc, pour moi, en plus, je trouvais que c'était un fit parfait. J'avais beaucoup d'amis qui étaient là. Justement, comme je dis, j'avais l'entraîneur que j'admirais beaucoup. Donc, j'étais vraiment, vraiment heureux quand j'ai appris là, que c'est vers là que je me dirigeais. Puis l'approche que Québec a eue envers toi quand ils ont su que tu étais échangé, ça a été un peu dans le même principe qu'avec Quaticook. Tu as reçu un texto du coach de l'autre côté qui te dit Hey, on vient d'aller te chercher. Ben, la fois, après le deadline, là, je parlais. Moi, en tant que joueur, je pensais que j'avais un pouvoir de dire peux-tu aller me chercher, mais t'as pas le droit. Donc, j'avais dit, j'avais même pris le temps de texter y a quelqu'un qui peut aller me chercher, me sortir de là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Mais après ça, c'est vers le mois de novembre, Quaticook qui m'avait dit voici quelques options, on va y aller avec celle-là. Est-ce que ça fait ton affaire? Je dis oui, parfait. C'est Québec. Le Doom m'a texté. On s'est appelé, puis c'est là qu'on a échangé ça allait être quoi mon rôle, ça allait être quoi les attentes envers l'équipe, toutes ces choses-là. C'est quand même bien de la part de Quaticook d'avoir compris ta situation puis te dire T'es-tu à l'aise dans cette situation-là? On t'amène là, ça ferait bien pour nous. Est-ce que ça fait bien pour toi? Parce que souvent, Oui, il y en a qui exactement. vont Non, juste dire bonne chance et arrange-toi c'est ça, le avec tes directeur général, problèmes. Éric Poulain, il était vraiment gentil, il était vraiment exceptionnel de ce côté-là. Pour vrai, là, ça, j'ai pris le temps de le remercier. Je vais le remercier encore si jamais il écoute ce podcast-là. De la manière qu'il a fait les choses, qu'il s'était fait dire quelque chose par quelqu'un, finalement, c'était pas vrai. Je ne pouvais pas être là tous les jours, je ne pouvais pas être là pendant les 2 prochaines années, je ne pouvais pas être là en série, en plus, je retourne au collège. Mais il a vraiment été super dans la manière qui a accepté ma réalité, qui a accepté sa réalité aussi, qui est un peu comme le Saguenay, c'est qu'on est loin, c'est pas tout le monde qui veut venir jouer dans nos équipes. Donc, non, de ce côté-là, j'ai vraiment rien à dire, là, sauf merci à M. Poulet, le directeur général, pour la manière dont il m'a envoyé à Québec et qui a fait les choses. Là, comme tu le disais, Dom, Walsh t'a écrit, t'a dit Ouais, voici ce qu'on s'attend, voici ton positionnement, ce qu'on veut de toi. Et en même temps, par le même fait, quand on se rappelle plus tôt dans le podcast, tu mentionnais que la COVID a arrêté ta situation ouais. avec la saison au collège en Oklahoma. Donc, tu es revenu au Québec. Petit point sur ton retour au Québec. Comment tu t'es senti? Parce que naturellement, comme tu le disais tantôt, tu vivais dans un côté plus, entre guillemets, redneck, plus Ouais. country, plus spécial un petit peu. Là, tu reviens au Québec, tu reviens au Saguenay. Comment a été la transition de revenir au Québec, revenir avec les Ça n'a gens pas été proches de facile. toi? Ça n'a pas été facile. Aux États-Unis, on est resté 2 semaines là-bas. Moi, plus Alex Médard et Guillaume Baudry, les 2 autres Québécois qui étaient avec moi à la fin parce que le 4e avait quitté. On est resté 2 semaines de plus une fois que la saison elle était terminée, parce que notre vol on n'était pas pressé non plus parce que justement, on savait qu'ici, il commençait à avoir des règles assez strictes, alors que là-bas, il y en avait quelques-unes des règles, mais il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas rien comme quoi de couvre-feu, de masque. En fait, il n'y avait pas de règles. Finalement, plus j'y pense, puis plus je le réalise qu'il n'y avait pas de règles. Donc, on passait nos journées où le coach, on n'avait pas d'auto, le coach venait nous chercher, il nous amenait directement, il nous amenait manger, il venait nous reporter, il venait nous rechercher si on voulait faire une activité, où on se trouvait un ami qui habite là, on allait jouer au golf. Après ça, sinon, on allait dans les cages quand même frapper, même si on savait que c'était fini, juste passer notre temps. Donc, on avait comme aucune. Il n'y avait rien qui avait arrêté, sauf la saison en tant que telle là-bas. Quand tu es arrivé ici, on est arrivé ici, il fait froid. Encore ici, tu es dans la période où il fait froid ici, ça c'est plate. Mais sinon, où tu as commencé à avoir des règles, avoir des exigences, le masque, après ça, le couvre-feu embarqué bientôt, rassemblement, toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr, ça a été de se réajuster un petit peu à vivre un petit peu plus libre. Je ne veux pas dire librement, là, mais vivre avec certaines conditions comparées à ici. Ici, c'était plus strict. Donc, c'est sûr que ça a été un ajustement. En plus que là, il parlait que la saison de baseball n'était pas sûre de commencer, toutes ces choses-là. Donc, c'est sûr que quand je suis revenu au Québec, je me suis dit, OK, va-tu avoir à m'amener quelque chose qui va te débloquer, qui fait qu'on va avoir. Que je vais être capable de rentrer dans le monde du baseball. Mais pas ça, quand il y a eu l'annonce que le junior allait reprendre, que le midget 3 allait reprendre, j'ai accepté le poste adjoint midget 3 également cette année-là. C'est là qu'au moins ça a remis de la vie un petit peu. Puis, même si là, avec les conditions qu'il y avait ici, toutes les règles, ça s'est bien fait. Là. Donc, tu reviens au Québec, tu attends, comme tu le mentionnais, le processus là, de la COVID et que la saison Ouais. recommence. Tu tombes dans l'équipe des Diamants de Québec. Diamants de Québec qui ont gagné à plusieurs reprises le championnat de saison, le championnat de la Coupe du Président. Et si ma mémoire est bonne, ça faisait 2-3 ans qu'ils n'avaient pas gagné là, Québec là, avant l'année 2020 où est-ce que vous avez gagné le championnat. Non, je pense qu'il avait gagné en 2019. Il avait Je gagné en crois. 2019?
On Je va crois, aller. je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'est parce que il me semble que sur la bague, c'est écrit back-to-back, mais ça se peut que je me trompe. On va le confirmer, mais en même temps, je vais continuer ma question. La situation. Donc, tu arrives dans une culture gagnante. Ouais. Tu arrives à un endroit où l'équipe gagne beaucoup. Tu passes de Quaticook, Charlebourg, qui, eux, ont un peu plus de difficultés à gagner régulièrement. Félicitations en passant à Charlebourg qui ont sorti une belle saison la saison dernière. Ouais. Euh, Comment s'est passé ton entrée dans une équipe d'un groupe qui devait déjà quand même être assez tissé serré? Ouais, c'est ça. Au début, j'avais peur un peu, justement. J'avais joué contre eux pendant, ça faisait 3 ans déjà. Fait que je me demandais comment ils allaient m'accepter en tant que 22 ans. Je ne veux pas prendre trop de place, mais je veux quand même prendre ma place. Donc, non, mais par contre, agréablement surpris, Mathieu Sirois, les vétérans qui étaient là, Nevin Dominguez, il y avait David Leclerc, Jonathan Landry, là, je ne les nommerai pas toutes, mais tous les gars qui étaient là, ils m'ont vraiment bien accueilli, ils m'ont laissé vraiment le temps de prendre ma place, de m'habituer avec les autres, justement, avec eux, les vétérans. C'était plus facile, mais avec les recrues, j'avais pas vraiment. En fait, j'avais aucune idée c'était qui. Je veux dire, eux, ils avaient joué le budget 3 à Québec. J'avais coaché contre certains. En fait, j'avais même pas coaché, c'était un premier année dans le coaching. Donc, j'avais vraiment aucune idée, ils étaient qui, eux, en fait. Là. Fait que, c'était d'apprendre un petit peu. C'est plus difficile, justement, avec les recrues. Parce qu'eux, ils ont OK. vu que moi, je suis arrivé d'un échange. Je suis déjà ami un peu avec les vétérans. Tout va bien. Mais avec eux, comment ils pouvaient m'approcher. Finalement, ça a pris un petit peu plus de temps de ce côté-là, mais sinon, ça s'est super bien passé. Là. Puis, je pense que tout le monde, justement, la raison pourquoi ils gagnent, autant la culture est très forte, mais c'est vraiment de laisser à chaque joueur un petit peu leur place pour d'être un leader, pour ceux qui ne sont pas, de pas là, mais de bien suivre. Donc, il n'y a vraiment pas une hiérarchie, mais c'est clair dans l'équipe. C'est pas le free for all, ils ne sont pas là pour le plaisir, ils sont là pour gagner. Il y a du plaisir à travers de ça, par contre, c'est sûr, à 100%. C'est une des saisons, si c'est pas la saison que j'ai eu le plus de fun. Mais c'était vraiment plaisant de rentrer dans une culture où tu as ton rôle. Doom avait été clair, qu'est-ce qu'il voulait. Donc, je me suis dit, parfait, je vais essayer de donner le plus possible dans le rôle qu'il veut. Ça a super bien fonctionné, là, je pense, de ce côté-là. Là, je viens de vérifier là, pour avoir la réponse complète. Là. Dans le fond, là, ce que je vérifiais, c'est que depuis les années 2000, Québec a gagné 7 fois jusqu'en 2020. Donc, en 20 Ouais. ans, ils ont gagné 7 fois. Puis, dans le 2019, ils ont gagné, tu avais raison. OK. Et ils avaient gagné aussi contre Repentigny en 2017. Donc, OK. oui, tu avais raison, il devait avoir un back-to-back sur ta bague que Ouais. tu as gagné. Donc, comme je disais, tu rentrais dans une culture gagnante. Tu disais que les gars, ils sont placés pour vraiment Ouais. être structurés, puis il y avait un objectif, c'était pas un free-for-all, puis on a du Non, fun, puis exactement. on regarde pas ce qui se passe. Puis là, si je me souviens bien là, de tes stats cette année-là, comment tu vis un peu, parce que toi, tantôt, tu parlais que tu avais eu une saison plus difficile à Charlebourg et Ouais. Quaticook. Cette année-là, là, je vais le retrouver exactement pour pas parler à travers mon chapeau, mais si je me souviens bien, c'était quelque chose comme 200 de moyenne. Oui, attends, je vais essayer de pas parler trop vite. Troisième année, ça, c'est sûr. À Charlebourg-Gothica, ouais, c'était un maximum de 200, ça. Ben, je sais que Quaticook, c'est 125 Ouais, c'est ça. parce que tu as joué 6 games Ouais. à Quaticook selon ce que Point Streak et la LBGQ dit. Ça va pas long, l'Internet est plus difficile un petit peu. Mais je le sors dans une année à Québec. Je vais finir par avoir l'information exacte. Euh, Comment le processus vers la fin de la saison, parce que vous avez rencontré les voyageurs, Ouais. si ma mémoire est bonne, vous aviez battu les voyageurs. Ouais. Comment c'était de battre, premièrement, une équipe pour laquelle tu as joué, pour laquelle tu as grandi, tu connais la majorité des gars? Comment ça s'est fait, ce processus-là? Euh, En fait, c'est justement l'année d'avant, j'avais affronté les voyageurs aussi avec Charlebourg, mais c'était différent. On dirait que c'était neuf. Je ne savais pas comment me sentir. Avec Québec, je me sentais vraiment comme un peu l'ennemi. À Charlebourg, tu viens de partir, tu es encore proche des partisans parce que c'était l'année après d'avoir perdu Game 7. Contre les Diamants, ça faisait comme ma deuxième année que je ne suis plus là. Oui, j'ai de la place, mais ça fait déjà un an complet que je n'ai pas joué pour les voyageurs. Donc là, je me suis vraiment senti, je dis l'ennemi, mais vraiment comme un joueur adverse. Même à ce que j'ai eu certaines flamèches avec des partisans à la fin d'une rencontre. Mais ce que J'ai le goût j'aime un d'avoir petit un... peu, c'est que tu réalises un petit peu les partisans du Saguenay. C'est pour ça que je continue à dire que c'est les meilleurs dans le junior. C'est que si tu joues pour eux autres, ils vont t'aimer, peu importe tu viens de où. C'est aussi vrai de l'autre côté. Si tu as même beau venir du Saguenay, si tu es rendu ailleurs, ils vont te le laisser savoir si ils t'aiment pas des fois ou si tu fais une erreur ou quoi que ce soit.
Donc, c'est sûr que c'était vraiment le fun de gagner, justement, de bien performer. J'ai eu des bonnes games quand je suis venu au Saguenay. C'est quelque chose que, pour moi, je trouvais quand même important là, de bien jouer à Quatico, justement, un samedi avec Québec. C'était moins important un peu que pour moi que, quand je venais au Saguenay, ma famille un petit peu, et des amis aussi qui venaient, je voulais bien performer. Puis ça, j'ai réussi à le faire. Puis ça, c'était quelque chose que j'étais vraiment content. En effet, tu as réussi à le faire parce que tu as quand même. Je me suis trompé avec une de tes années antérieures. Là. À fond, en 2019, selon le site de Point Streak pour la LBGQ, tu as eu une moyenne de 348. Tu as fait 16 coups sûrs. Tu Ouais, as ça, c'était Québec, ouais. 3 doubles. À Québec, tu as quand même eu une belle saison. Puis même dans les séries, tu as fini avec 317 de moyenne, avec 13 coups sûrs. Euh, deux buts sur, pas deux buts sur balle, excuse-moi, 6 buts sur balle, deux doubles. T'as quand même une belle saison. Puis certains pourraient considérer même que c'est ta meilleure saison dans le Ouais, BGQ parce 100%. que dans tes premières années, tu avais des moyennes de 273, Ouais, 275, 241 à Charlebourg. ouais. C'est dans ces C'était coins-là tough. qu'on était tantôt. Comment tu t'es senti d'avoir probablement ta meilleure saison pour la dernière, puis justement comme fermer le livre Non, c'est sûr, c'était vraiment la plaisant, justement. LBGQ? Puis je pense que ça vient de la culture gagnante un petit peu, où ce que, sans rien enlever à personne, dans mes 3 premières années, je frappais un peu partout. Mais tout le monde, le line-up changeait toujours à Québec. Doom avait vraiment une manière de fonctionner. Voici le line-up, voici ce qu'on croit qu'on peut avoir. Même si un certain joueur était dans une moins bonne séquence, il reste là, il reste dans son rôle. Il n'y a pas besoin de changer. Puis, même après ça, comme, moi, je me sentais bien, je me sentais confiant dans tout ça. J'étais content de prendre un rôle de joueur de 22 ans, un rôle plus de leader pour les jeunes que j'avais appris à connaître, même les autres. Sinon, même Jean-Christophe Masson, qui est avec les Blue Jays cette année-là, il était venu jouer avec nous autres. Un des joueurs les plus talentueux avec lequel j'ai joué, mais qui tu vois qu'il était encore jeune, il avait 18 ans. Donc, je ne dirais pas de le prendre sous mon aile, là, ça serait me donner beaucoup trop de crédit pour absolument rien. Mais de juste d'être avec un petit peu, de savoir lui comment il approche, exemple, une partie, puis des fois de dire OK, puis de l'aider, d'avoir des discussions avec lui, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais on avait un rôle très précis chacun. Mathieu Sirois qui frappait deux. Puis après ça, moi, il m'a mis entre les deux parce que ça allait bien au bâton. Puis je pense que j'ai été capable de me mettre à l'aise dans un rôle où j'ai pu connaître beaucoup de succès. Là. Je pense que ça a vraiment définitivement été ma meilleure saison. Puis je pense que il en revient beaucoup à Doom puis la culture qu'il a donnée à l'équipe. Puis, si ma mémoire est bonne, c'est, je crois, les Ducs de Laval, les Ducs de Longueuil que vous avez affrontés en finale ou les Bisons Oui, de exactement. Saint-Eustache? Non, les Ducs de Longueuil, exactement. Les Ducs de Longueuil, c'est ouais. premièrement une finale en plein milieu de la journée. C'est toujours bien spécial. Moi, dans ma tête, on dirait qu'on associe une finale genre 6 heures le soir. Il va faire noir, puis la fin, c'est un gros party le restant de la soirée. Là, tu as vécu une finale en plein milieu de la journée. Ça a-tu un impact? Ça, c'est niaiseux comme question, mais y a-tu un impact du fait que c'est pas. C'est comme en plein milieu de la journée. C'est une drôle de Oui, puis situation, non. plus chaud, plus. Oui, puis non, parce que junior, justement, tu es habitué de jouer dans le milieu de la journée. Fait que je pense que non, on est quand même habitué à ça. C'est sûr, par contre, que juste avec les séries que j'ai vécues l'année passée, quand j'étais en entraîneur avec les voyageurs, c'est pas pareil. On était encore durant le COVID, les zones recommençaient à devenir rouges. On avait 2 jours pour finir la finale. Il a fallu que tout se fasse super rapidement. Donc, en effet, il n'y avait pas comme une grosse sensation de finale en tant que ça. Là. On dirait comme c'était comme tu joues jeudi, tu joues vendredi, 2 samedis, puis OK, qu'est-ce qui se passe après? Ah, t'as gagné, puis là, tu es content. Mais fait que je pense que c'est là aussi que nous, on a, encore une fois, Doom, la culture de gagnante, qui nous faisait réaliser l'importance du match. C'est pas parce qu'il y a 13 personnes dans les estrades puis que c'est un 2 heures le samedi que c'est pas important. Ça reste game 4 de la finale. Puis c'est là que les gars qui ont déjà gagné, Mathieu Sirois, Leclerc, Joe Landry, tous ces gars-là, justement, qui avaient gagné en 2019, ont su amener les jeunes. Moi qui n'avais pas gagné, puis je pense que ça prend à gagner. Fait que, tu sais, je n'étais pas justement la personne qui peut en parler le plus parce que j'avais jamais gagné nulle part. Donc, je les ai suivis aussi beaucoup, eux, en série. Puis, ils ont vraiment donné l'exemple qui était exemplaire. Après ça, tout a bien déroulé, tout a bien été. Là, puis, c'est sûr qu'après ça, justement, on a réussi. Mais c'est vrai qu'en effet, ça aurait été le fun de dire Stade Canac, 7 heures le samedi soir, amener le plus de monde possible. Mais encore une fois, puis je pense que encore une fois, ça va être un gros merci à ton podcast. Ça n'a pas été parlé nulle part. La finale junior n'est pas parlé vraiment nulle part à chaque année. Il n'y a pas de rien dans les RDS qui parle de la finale. TVA Sport, peu importe les médias, les journaux même, c'est un petit article dans le petit journal local. Fait que c'est pour ça que je pense que même le junior ne sent pas une obligation de le mettre à une heure précise. Quand est-ce que ça fit dans le terrain? OK, on l'a à 2 puis à 5, ben c'est là qu'on va jouer, même si on est en finale.
Puis avant de tomber dans ta carrière de coaching, parce qu'en 2020, ça a été le début vraiment Ouais. présent, tu viens de quand même toucher un sujet assez important, puis on en a parlé un peu hors podcast avant de débuter. Euh, la LBGQ a vraiment pas une visibilité Ouais. agréable pour certaines situations. Elle est passée, ils ont tenté une brèche avec des web diffusions. Si je prends le pouls de Nicolas Doré, qui a joué 4 ans dans la LBGQ, qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu amènerais comme suggestion à la Ligue pour amener une visibilité beaucoup plus grande? La web diffusion, c'est pas une mauvaise idée. C'est effectivement quelque chose que je pense qui peut aider tranquillement, pas vite, à aller chercher des fans. Sinon, ben, c'est littéralement, je pense, d'avoir une entente. Tu sais, Roger Boulotte qui est là, fait que ça serait peut-être plus avec TVA Sport qu'avec RDS parce que je sais que Roger travaille pour eux. Mais, tu sais, même si c'est juste dans le bas de la page, pas de parler des résultats, mais juste de les avoir dans le bas de la page. Tu sais, parce que NHL a amené LHGMQ, ben, LBJEQ. Le résultat Duc contre les Diamants 7-5, peu importe. Juste de ça, les équipes, le nom va ressortir. Euh, je pense que c'est juste quelque chose justement qu'il faut que le nom de la ligue, le nom des équipes, même le nom des joueurs, soit le plus visible pour tout le monde. Puis il n'y a pas de meilleure manière que de le poster sur littéralement les postes de télévision reconnus au Québec. C'est la radio, pour ici, en parle un petit peu, définitivement au Saguenay. Je ne sais pas par rapport à Québec s'ils en parlent, parce qu'ils ont également les capitales. Il y a quand même d'autres équipes plus hautes que le junior en tant que tel. Mais je pense qu'on mérite quand même là, d'avoir un petit quelque chose sur le TVA Sport, RDS, peu importe, pour que les gens sachent qu'est-ce qui se passe avec la Ligue, que la Ligue existe, que c'est un bon calibre, toutes ces choses-là. Je pense que, en fait, tu as raison, puis je pense que la Ligue s'en va vers ça tranquillement, pas vite. Là. J'espère. On l'espère tous, parce qu'on Ouais, voit beaucoup la LHMQ, aussi, on parle des Saguenayens de tout bord, tout côté, à partout. chaque fois qu'il y a une nouvelle. Puis c'est correct, parce que ces gars-là font un travail incroyable pour Ouais, avancer dans leurs objectifs personnels. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le côté de baseball, il ne faut pas oublier aussi que le côté féminin. Mais tu sais, je pense que tout ça se place tranquillement. Mais tu as ouais, raison de dire que ça pourrait être intéressant de mettre plus régulièrement des résultats que le juste résultat. parler quand, je donne un exemple, quand Louis-Philippe Pelletier avait fait retirer son chandail à Montréal dans le stade Gary Ouais, Carter. Ils en ont parlé parce que c'est une première puis c'est une nouvelle ouais, qui affecte les gens. Mais ça a été ça. Il n'y a pas eu grosse information. C'est quand il y a un joueur qui sort du lot, comme je pense que c'est Ben Pelletier quand qui a été drafté, qui était le joueur le plus jeune à être drafté. Ils en ont parlé, il a été repêché le plus jeune, puis ils en ont parlé ouais. beaucoup. Mais je pense que tu as raison de dire qu'il faudrait qu'il y ait, même si c'est minime, juste une Minime. petite information, un petit quelque chose pour dire que ça va rentrer dans la tête des gens, puis Mhm. tranquillement, pas vite, ils vont porter attention de plus en plus à la LBGQ parce qu'il y a des joueurs de talent S'il y a dans cette une personne de organisation-là. plus par jour qui prend le temps d'aller sur le site, prend le temps de connaître des joueurs, de connaître des équipes, ben déjà après une semaine, t'en as 7. Fait que, ça va juste monter tranquillement pas vite. Ils vont peut-être décider dans un match qu'ils vont parler à quelqu'un d'autre, puis c'est comme ça, tranquillement pas vite, que je pense qu'on va se créer une audience, des fans, quoi que ce soit, au travers de la Ligue, puis la Ligue va avoir une certaine reconnaissance. Juste avant qu'on tombe dans l'aspect coaching, je pense que je vais lancer des fleurs à ma propre organisation et la tienne maintenant. Je pense que les voyageurs ont réussi à faire Ouais, ça d'une manière incroyable parce que pour avoir été l'annonceur maison pendant 3 ans et encore, je le souhaite cet été, euh, ils réussissent à faire un événement de la partie de ouais, baseball, puis que les jeunes vivent une expérience. Puis c'était beau de voir l'été passé, là, les jeunes donner la balle aux joueurs pour qu'ils signent. ouais. Puis, le jeune qui joue en ce moment, qui est sur le terrain, qui porte le chandail des voyageurs, ça se peut que lui, son parcours baseball se termine à la fin de son junior. Il va pouvoir avoir vécu l'expérience de donner une balle signée avec Ouais, vraiment. les plus belles signatures que j'ai vues. Pour m'avoir donné une à un jeune de l'équipe à mon père, les gars, ils ont dû apprendre peut-être à signer un peu Ouais, les balles parce que c'était toute qu'une expérience. Mais tu sais, le visage du jeune, puis surtout les jeunes qui ne connaissent pas le baseball, je pense que en leur faisant vivre une expérience comme ça, c'est quelque chose d'incroyable. Puis je pense qu'une des personnes que j'ai vues qui a réussi ça, c'était, mon Dieu, j'ai perdu son nom, Jean-Benoît Gagnon. Ah, mon Dieu, il est rendu dans les collèges, il a joué avec l'ABC ici. Mon Dieu, j'ai perdu Jean-Benoît son Simon nom. Gagnon. Ouais, Jean-Benoît Simon Jean-Benoît Gagnon. Simard Ouais, Gagnon. Merci. Hey, c'est parce qu'il y a il y a deux noms, deux prénoms, deux ouais noms de c'est ça, famille. ouais, c'est un peu long. Il y a un bon nom, mais euh, c'est parce que quand il est venu jouer avec les voyageurs, l'année qu'il a joué, en fait, là,
Je l'avais vu finir la game, il venait de frapper un circuit, puis il y a plein de jeunes qui étaient venus le voir pour avoir une balle, Ouais, puis se faire signer. Il a pris le temps de saluer tout le monde, pris le temps de signer à tout le ouais. monde, jaser avec eux. Je pense que ça, c'est quelque chose que les joueurs vont devoir apprendre à faire s'ils veulent réussir à faire avancer la ligue en popularité. Parce que si Ouais, ouais, 100%. je prends Tu sais, c'est. l'expression, s'ils s'en foutent, ça va avoir ça va avoir un impact sur le jeune. Si il voit que le gars ne porte pas attention, lui va faire Ah ben pourquoi je porterais attention si tu ne me portes pas Ouais. attention? Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu les deux côtés de la médaille. J'étais le petit jeune un jour, dans le temps, qui allait voir les joueurs. Puis, tu sais, ils ont pris le temps de signer ma balle. Je les ai encore ici, même justement. Puis, tu sais, c'est ça qui me dit ben, je veux jouer dans cette équipe-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand j'ai joué pour les Voyageurs, ça me faisait un plaisir quand il y avait un jeune qui voulait une balle, de lui donner la balle, un jeune qui voulait une signature, de la signer, mais également de dire aux joueurs à ma gauche ou à ma droite, même s'il venait de Québec, peux-tu lui signer? Parce que justement, eux ils se sentent pas près peut-être des fans, mais c'est en créant une relation avec les partisans que justement, eux vont continuer à venir, puis ils vont continuer à en parler, puis que le petit jeune va en parler à ses amis, que lui, il va parler à son père. Puis je pense que c'est vraiment important la relation jeune, ben, les joueurs et les partisans, que ce soit jeune ou même un adulte qui veut une balle, il peut l'avoir. Là. Mhm. Okay, donc, Et là, c'est vraiment important. on tombe dans le sujet clé parce que c'est la nouvelle de l'heure. Dans les dernières semaines, ça s'est produit. Tu as été annoncé comme étant le nouvel entraîneur adjoint des Voyageurs de Jonquière. Donc, c'est un nouveau chandail, un nouveau chapeau que tu portes, mais ta carrière de coaching d'entraîneur a quand même débuté avec Mathieu Dion en 2020, alors que les Voyageurs Midget 3 existaient encore, qu'il n'y a pas eu Ouais, le transfert entre les deux. Tu étais coach adjoint, donc entraîneur adjoint, tu faisais un peu une transition entre ouais. la fin de ton junior élite, la fin de tes années collégiales, et tu tombais dans le coaching Exactement. comme entraîneur. Comment ça s'est passé, toute cette transition-là qui t'amenait de t'accrocher tes crampons et tu prends Ouais. tes turfs pour devenir un Euh, coach? je suis vraiment content de l'avoir fait durant que je jouais encore. Parce que je pense qu'il y en a qui le font après, puis il y en a qui sont peut-être super bons là-dedans, mais moi, je pense qu'il y aurait trop eu un gros changement à le faire après, à sentir de juste coacher quand je joue plus. En le faisant dans les deux, j'étais encore dans l'amour de jouer, puis tranquillement, pas vite, je pouvais comme grandir mon amour pour le coaching. Puis, tu sais, j'ai appris énormément pour coacher, puis je pense que c'est une autre des raisons pourquoi ça a bien été à Québec. J'avais le côté encore plus coach, un petit peu de l'approche de la game qui m'a aidé en tant que joueur. Puis après ça, j'ai appris beaucoup durant cette année-là. On était juste deux coachs, donc on avait beaucoup de responsabilités chacun de notre côté. J'ai pris beaucoup d'expérience très rapidement pour justement par la suite rentrer au sport-études, reprendre l'expérience de coacher des plus jeunes, c'est des secondaires 1 à des secondaires 5. Fait que, dans le fond, c'est du monde qui sont pee à midget. Peu importe si on a le B dans le A, dans le 2, dans le 3, mais tu sais, tu as toutes sortes de différents jeunes. Donc, tu apprends beaucoup ton style de coaching, comment tu veux entraîner les jeunes, comment tu veux leur expliquer certains points techniques, certains points mentaux, toutes ces choses-là. Donc, je pense que le sport-études, puis l'année justement à jouer pendant que je jouais, m'a aidé énormément à prendre assez confiance pour vouloir me lancer justement en 2021. Quand là, c'est devenu les pionniers, là, ça a changé de nom, ça s'est dissocié des voyageurs. En fait, de donner mon nom pour le poste d'entraîneur-chef. Puis après ça, d'avoir l'équipe. Je me sentais prêt en raison de ces choses-là. En plus, avec Doom, j'avais parlé beaucoup à Doom durant mon année 2020 avec les diamants, avoir des trucs, comment tu fais pour gérer une tête folle, gérer une tête dure, gérer quelqu'un qui parle pas, toutes ces choses-là. Je prenais beaucoup, beaucoup d'informations à Doom. Il a dû me trouver vraiment talent. En fait, Doom, là, je passais tout le temps les games à côté de lui. Les games que j'étais DH, j'étais encore pire pour lui. Parce que même quand on était en défensive, j'étais à côté. Mais j'essaie de prendre le plus d'informations de tout le monde possible pour m'aider après ça à tout prendre puis choisir un peu qu'est-ce que moi je pense qui pourrait m'être utile dans mon style d'entraîneur. Je pense que ça m'a grandement aidé. Là. Puis l'année 2021, première année en chef, ça s'est bien déroulé, mais c'est quelque chose que je regrette pas. Puis je pense pas qu'il était trop tôt, trop tard, rien. Je suis vraiment content de comment ça s'est déroulé. Puis, je pense qu'il y a un élément qui est vraiment important à discuter parce que je l'ai vécu, j'ai vu des gens qui l'ont vécu. Quand on est très proche de l'âge des gens qu'on est Ouais, l'entraîneur, des fois, ça peut être un challenge, un défi assez important. Mise en contexte rapide, première année que je suis ici pour mes cours au cégep, j'ai coaché un petit peu au sport-études ouais, quelques semaines et c'était pas toujours évident de dire à quelqu'un proche de mon âge,
tu dois faire ça parce que telle Ouais. chose va t'amener à faire ça. Et c'était dans un âge, surtout secondaire 1, secondaire 2, des fois, qui découvrent un peu leur personnalité. Donc, ils ont une tendance à répondre à ce que Mhm. tu dis, à critiquer peut-être ce que tu dis par réflexe de vouloir avoir une altercation, avoir une discussion, mais ils ne font peut-être pas tout le temps de la bonne façon. Moi, j'ai trouvé ça pas évident. J'ai appris, mais c'était pas évident. Toi, comment tu as vécu ça? Parce que tu arrives en 2020, tu as à peu près 21, 22 ans, Ouais. tu coaches des jeunes C'était- de 16, 17 dans ces ouais, eaux-là. exactement. Comment ça C'était s'est définitivement passé? pas évident. Puis en plus, mon frère a leur âge, la première batch que j'ai coaché. Donc, il y en a que je connaissais un petit peu à l'extérieur, un petit peu de partout. Donc, c'est sûr que c'était pas évident, mais c'est un défi que j'étais prêt à vouloir attaquer. C'est quelque chose que justement, je voulais m'embarquer là-dedans. Je ne voulais pas attendre 2 ans. Je veux prendre le défi tout de suite. Je pense que, c'est sûr, j'ai fait des erreurs. Je vais continuer à faire des erreurs. Mais c'était d'apprendre là-dedans, de grandir de chaque situation qui pouvait s'arriver, que ce soit positive, négative ou juste non, peu importe. Euh, mais c'est quelque chose justement que tu apprends un peu à te faire confiance, tu apprends à savoir comment mieux communiquer avec les jeunes parce que des fois, tu te demandes, ils répliquent parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils veulent simplement te challenger. Pourquoi? Puis de ce côté-là, j'ai vraiment aimé justement l'aide des entraîneurs que j'ai eus. Après ça, justement, je parlais de Dom, mais là, il y a Billy qui est rendu avec les pionniers, qui m'a aidé à ma première année en chef budget 3A, comment communiquer avec les parents, comment communiquer avec un jeune, même au sport études, qui est entraîneur au sport études, c'est directeur général. Toutes ces choses-là. Donc, c'est des choses que je pense que c'est important de laisser aux entraîneurs de la place à travailler avec leurs ressources. Ils vont faire leurs erreurs, mais il faut que tu les laisses faire leurs erreurs pour qu'eux apprennent. Comme un jeune, je pense qu'il faut que tu le laisses justement faire ses erreurs pour qu'ils comprennent pourquoi puis ils comprennent qu'est-ce qu'il faut qu'ils changent. Je pense que ça vient un peu des deux côtés. Si tu dis tout le temps à un coach, tu l'arrêtes avant qu'il fasse l'erreur, il ne l'apprendra jamais, puis à venir, il va en faire une grosse. En faisant plein de petites erreurs, tu apprends. Il faut vouloir apprendre également. Là. Ça, c'est sûr que c'est très, très important. C'est une des raisons pourquoi que cette année, je voulais rentrer dans le coaching staff avec Mike Bélanger junior. C'est un des coachs les plus reconnus au Québec, là, qui a le plus d'expérience. Un peu comme Doom, que j'ai appris de lui énormément. Là, je suis prêt à le faire avec Mike. Je pense que justement, c'est dans quelque chose que lui, les certains points là, qui me manquent peut-être, que je trouve que sont comme un peu des faiblesses. Pour moi, la meilleure manière de les améliorer n'était plus par essai-erreur avec le jeune, mais littéralement avec quelqu'un qui est prêt à me l'enseigner, qui est prêt, que lui ait du succès dans sa méthode. C'est ça que je veux aller chercher avec lui. C'est vraiment tout son professionnalisme, la manière qu'il dirige son équipe, son encadrement des jeunes, son encadrement de ses pratiques, la structure qu'il apporte. Fait que les jeunes ont beaucoup de liberté à l'intérieur de cette structure-là. Puis ça, c'est quelque chose qui me manque un petit peu, justement, de vraiment tout bien structurer pour laisser la liberté aux jeunes, justement, qui sachent quelle liberté qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quand et tout. Et donc, justement, qu'un jeune vienne te challenger parce que lui a besoin de liberté, mais toi, en tant qu'entraîneur, tu ne sais pas comment lui donner. Je pense que ça, c'est quelque chose qui m'intéressait vraiment du poste junior. En plus que c'est junior, justement, que je trouve que c'est un excellent calibre. Mais c'est ça, c'est vraiment de se faire confiance, de ne pas avoir peur que le jeune vienne te voir, vienne te dire justement pourquoi, lève le ton, quoi que ce soit, d'avoir confiance en tes moyens et de savoir qu'est-ce que tu lui enseignes. Il faut que tu aies confiance en qu'est-ce que tu lui enseignes. Là, tu as mentionné quand même un step important, une étape importante. Tu es tombé dans le coaching staff du sport-études, dans une réforme. Donc, ils se dissocient des voyageurs pour vraiment avoir un élément complètement différent, devenir les pionniers de Saguenay. Ouais, Vous avez commencé dans des gymnases ouais. traditionnels avec des cages qui se tirent par nous-mêmes. Comment c'était ta première année d'arriver dans un processus différent? Tu sais, je sais que tu l'as mentionné un petit peu tantôt d'enseigner un secondaire 1 à un secondaire Ouais, 5, mais l'enseignement dans un sport-études qui est plus un gros développement à long terme ouais. qu'une équipe d'un été, qui est un développement aussi, mais il y a aussi l'objectif de gagner, de Gagner. bien Ouais, ouais. jouer, d'être présent. Dans un sport-études, il faut que tu gagnes, mais il faut que tu apprennes aux jeunes à bien s'entraîner, à bien faire ses actions, à bien reposer, à bien avoir tout le psychologique. Qu'est-ce que ça t'a appris? Puis c'était quoi le challenge un peu de découvrir ça un petit peu? Ben, une des plus grandes choses, je pense, c'est que tous les joueurs sont différents. C'est justement d'être capable de s'adapter euh, à chaque joueur. Il y en a qui vont comprendre super rapidement, il y en a qui ont besoin du visuel, il y en a qui ça prend plus de temps à répéter. C'est vraiment de l'approche avec les jeunes. C'est la chose, je pense, pour moi, la plus importante qui était. Ils sont tous capables de venir me parler de ce qu'ils ont fait hier soir, mais c'est pas ça pour moi l'important. C'est vraiment comment je peux les atteindre, côté baseball aussi, qui les amène à eux se développer en tant que joueurs, en tant qu'humains, puis se sentir à l'aise à l'intérieur du programme sport-études. Parce que là, exemple, on était à peu près 60-70 joueurs. Je pense à peu près il y a 2 ans. Ça fait beaucoup de jeunes en même temps. Il faut que chacun soit capable de performer sans que l'entraîneur soit là. C'est pas vrai que je peux passer 1 heure avec chaque jeune à chaque jour.
ça fait pas de sens. Donc, comment je peux bien enseigner à un jeune rapide, en quelques mots, quelques phrases, un point important que lui va bien comprendre, contre un autre que je pense qu'il faut que je prenne vraiment le temps de lui montrer moi-même avec mon bâton, parce qu'il est plus visuel. Fait que c'est sûr que c'est vraiment. C'était justement à la Cité Saint-François, de notre petit gymnase, la réforme, où que tout le monde était un petit peu sur les talons, est-ce que ça va vraiment fonctionner, toutes ces choses-là. Donc, je pense que puis moi, étant un nouvel entraîneur, c'était d'instaurer un niveau de confiance avec eux, que justement, en secondaire 1, secondaire 2, même secondaire 3, tu n'es pas là justement pour les 6 prochains mois, tu es là pour encore longtemps. Fais confiance au processus, fais confiance à tes entraîneurs, que tu les connaisses moins ou qu'il y en a un autre que tu connais plus. Je pense qu'en tant que jeune, c'est important aussi. C'est comme même moi en tant que joueur, si tu faire confiance à eux qui te l'enseignent, s'ils te l'enseignent une raison, et pas peur de leur demander. Justement, c'est la job de l'entraîneur de pouvoir te répondre pourquoi il t'enseigne quelque chose de certaine manière. Puis je pense que c'est vraiment là, de l'ajustement de l'enseignement à chacun. Ils ne sont vraiment pas tous au même niveau. Même si en fait un joueur est au même niveau qu'un autre, ils n'apprennent pas de la même façon, de la même manière. Ils n'ont pas besoin des mêmes ajustements, quoi que ce soit. Donc ça, c'est très, très important. Et là, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, souvent, c'est l'entrée au sport-études. On commence à Ouais. toucher tranquillement au niveau élite, donc les catégories 2A pour plusieurs, d'autres vont rester dans le local A et B. Ouais. Puis, rendu secondaire 3, régulièrement, là, c'est là où on s'approche du Bantam 2A, du Midget 3, du l'ABC pour certains. Ouais. Comment ce processus-là dans votre sport-études, ça fonctionne pour ceux qui touchent à l'ABC, ceux qui veulent commencer à toucher au niveau plus élite, Midget 3, Bantam 2A et ainsi de suite? Là, on a séparé les groupes. Par exemple, nous, on fonctionne où il y a plusieurs groupes. Donc, ce n'est pas tous les secondaires 1, 2, 3 qui sont qui travaillent ensemble. Parce que, justement, on pense également qu'un jeune qui commence ne s'améliorera pas s'il joue avec un jeune qui aspire au midget 3, au bantam 2A, parce que lui ne sera pas capable de suivre, l'autre va trouver ça long. Donc, en séparant nos groupes, on travaille le plus possible avec des groupes homogènes, comme on aime dire. Pas les moins bons, vraiment pas de là. Puis c'est ça que les jeunes, il faut qu'ils comprennent également. C'est pas que vous êtes moins bons. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui c'est plus tardif, comme moi, en secondaire 1. Je comprenais pas, j'avais de la difficulté, je courais pas vite, je lançais pas fort. Ça vient avec le temps, c'est de faire confiance encore une fois que votre groupe, on peut y aller plus lentement pour vous donner plus de chances de bien faire le mouvement. Tandis qu'il y a un certain groupe que eux, il faut que tu ailles plus vite. Parce que tu veux leur apprendre plus de choses, tu vas aller dans le plus concret, plus les détails, pour justement les amener à un niveau Bantam 2, Midget 3, ABC, comme on a perdu. Je dis perdu, on a envoyé un joueur, Alexandre Dion, qui est rendu à l'ABC, l'année passée, il était avec nous en secondaire 4. C'est quelqu'un qui, si on avait fait travailler avec un secondaire 2, c'est inutile pour les deux. Fait qu'on le travaillait vraiment dans un groupe où ce que les autres qui aspirent au Midget 3, bien, ils étaient dans ce groupe-là. Tu pousses les détails, les ajustements que tu y apportes, parce que justement, tu sais qu'il veut et qu'il peut atteindre un certain niveau. Puis, tu parlais des gens que tu as envoyés à l'ABC. C'est quoi le pourcentage que le sport-études de Saguenay envoie soit dans l'Académie de baseball masculine ou féminine maintenant depuis 2 ans? Là, féminine, c'est le premier joueur qu'on envoie depuis Jean-Benoît Simon-Gagnon, justement, qui avait été. Mais lui, il n'était pas avec nous, il était comme avant, justement, avec le sport-études voyageurs. Nous, le premier, c'était l'année dernière, Alexandre Dion. Sinon, il y en a un autre. On a envoyé 4-5, je pense, à Trois-Rivières avec La Le Flèche. Collège Il de y la en a Flèche, un, ouais. Marc-Alexandre Guérin, qui est parti à Ottawa. Donc, ça commence tranquillement pas vite à ce que notre nom de sport-études commence également à sortir où on est capable de produire des bons jeunes et des bons joueurs. Côté féminin, là, ça commence pour nous. Je veux dire, on a toujours, tout le temps été ouvert aux filles. Par contre, il n'y en avait pas d'inscrits. Là, on en a 4 ou 5 en secondaire 1 cette année. On va en avoir 4 ou 5 autres l'année prochaine. Il y en a qui sont vraiment bonnes. Je pense que ça va commencer là. Je suis convaincu qu'il y en a certainement là-dedans là, dans nos filles qu'on va avoir à chaque année, que vers le secondaire 3, 4, 5, je ne sais pas exactement quand est-ce que commence le programme féminin, à vouloir les amener avec eux. Mais je pense qu'on va être capable d'en envoyer là, quelques-unes, ça c'est sûr. Ben, pour pouvoir répondre à ta question, les équipes Québec souvent vont commencer parce qu'il y a ben, dans le temps, mon père Steve travaillait avec Baseball Québec. Là, ça débutait pour vers 14 ans avec un camp de préparation. Les filles faisaient plusieurs événements pendant l'été. Et, Tu as le U16, puis tu as le U18 et maintenant, je pense ouais, qu'il y a le U21, le senior. Donc, il y a ouais, quand même plusieurs gaps. Donc, c'est peut-être possible dans ces moments-là. On parlait du sport-études. Tu me disais que tout le cheminement que ça avait. Mais juste un petit peu avant, on a touché un sujet assez intéressant et c'est
la nouvelle qui est sortie il y a quelques semaines étant que tu vas faire partie du groupe d'entraîneurs des Voyageurs de Jonquière. Dans les 2 dernières saisons, pour les gens qui sont venus au stade Richard Desmeules, ils ont pu te voir lors des séries éliminatoires, Ouais. être présent, parler un petit peu au gars, faire une certaine situation de coach. Là, moi, j'ai une question, peut-être qu'à la limite, si c'est trop secret encore, on le coupera au besoin. Euh, Est-ce que c'est parce que tu as pris la place d'un coach? Est-ce que les coachs qui étaient avant vont toujours être là, mais toi, tu t'ajoutes? C'est quoi la Non, en situation? fait, c'est simplement parce que P.A. Tremblay, Pierre-Alexandre Tremblay, a décidé d'arrêter de coacher. Donc, il y avait une ouverture sur le coaching staff. OK. Puis là, par la suite, j'avais de l'intérêt. Eux aussi, on a eu des discussions. Ça n'a pas été trop long. Je pense que les deux, on voulait que tu rentres sur la même longueur d'onde pour mon cheminement. Je pense en tant qu'entraîneur. Avec Danny, on était d'accord. Avec Mike, c'était de rentrer dans le coaching staff cette année-là à temps plein, justement, pas juste en série ou comme cette année, des avant-matchs, des choses comme ça. C'était vraiment d'y aller à temps plein. Et est-ce que ça met un nouveau poste pour le midget 3 ou est-ce que tu vas continuer à Ouais. coacher? Non, je sais qu'exemple, il y en a qui, des fois, qui peuvent faire les deux. J'ai décidé de juste vraiment prendre le junior cette année. Peut-être que ce sera quelque chose dans le futur si jamais on continue ou quoi que ce soit. Mais non, le midget 3 va avoir un nouvel entraîneur-chef cette année, un nouveau coaching staff, tout. Ils ne sont pas encore annoncés. Donc, ça, je ne m'avancerai pas là-dedans, rien. C'est correct. Mais oui, il va y avoir un nouvel entraîneur-chef. Moi, je ne serai OK. pas plus associé. Je vais continuer à aller les voir à toutes ces choses-là. Mais je ne serai plus, je ferai plus partie du coaching staff. OK. Donc là, tu fais un saut quand C'est même ça. assez important parce que là, tu passes de coacher des jeunes de 15, 16, Ouais, 17 ans, des fois peut-être même plus jeunes, dépendamment du talent du joueur. ouais, Sûrement qu'il y en a certains que tu as vus dans le J3 qui sont rendus dans les voyageurs ou dans la ouais. communauté de la LBGQ. Comment tu vois le gap avec ces jeunes-là? Parce que, je veux pas, tu as 23, 24, 24. 23, 24, t'es pas tant loin que ça de l'âge des gars que tu vas coacher. Comment Non, tu appréhendes ça? je suis vraiment intrigué par rapport à tout ça, justement, là, à comment que ça va aller. C'est la dernière année qu'il va y avoir du monde contre qui j'ai joué dans la ligue, je pense, là, si mon calcul est bon, toutes les personnes que je connais. Comme dit, il y en a encore dans l'équipe présentement des voyageurs que j'ai joué contre au moment que j'étais avec les Diamants. Mais c'est quelque chose, je pense que de mon côté, je vais devoir être très ouvert aux discussions au point qu'eux veulent m'amener, à la manière qu'ils veulent qu'on communique, toutes ces choses-là, tout en étant le pied à terre dans un sens où je suis dans un rôle d'entraîneur et non un rôle d'ami, non un rôle de conseiller, peu importe. Comme l'année dernière, je suis vraiment dans le rôle d'entraîneur adjoint. Donc, je suis là parce que les dirigeants pensent que je peux faire un bon travail. Donc, c'est à moi de leur prouver que je ne suis pas là parce que justement, là, je suis ami avec certains jeunes ou quoi que ce soit. Mais vraiment parce que je peux apporter quelque chose de positif côté baseball, côté compréhension du match, frappeur, tout, etc. Là, mais c'est de savoir, ça va être de bien jouer avec comment avoir l'approche avec les jeunes, je pense, là, qui va être le plus important au début. Parce que mes connaissances, j'en ai confiance. Je suis quelqu'un de confiant. Mes connaissances baseball, je sais que je peux leur apporter quelque chose. Maintenant, c'est de savoir est-ce que mon message peut bien passer. C'est là que je pense que l'approche va être super importante. Et est-ce que ça a déjà été discuté avec Danny Coulombe, le DG, ou Michael Bélanger, le coach en chef, ton rôle un peu à titre d'entraîneur adjoint? Est-ce que tu vas t'occuper du champ, l'avant-champ, des jeux de catcheurs? Les catchers, je pense que c'était un peu l'année passée quand on avait parlé du plan qui était de l'année passée d'être un petit peu avec les pratiques avec eux, toutes ces choses-là pour, si c'était cette année ou dans 2 ans, rentrer dans le coaching staff. C'est sûr que les receveurs, je pense que je vais avoir la responsabilité d'être l'entraîneur des receveurs. Maintenant, je pense qu'il y a Gabriel Côté qui est encore là, coach et lanceur. Le reste, ça va être un peu le tout, je pense, moi puis Mike. Les frappeurs, Mike a une certaine vision, j'ai une certaine vision. On va pouvoir amener à certains jeunes qui sont plus aptes avec la vision à Mike ou ma vision. Fait que je pense que c'est vraiment les receveurs. Après ça, peut-être justement un petit peu les frappeurs, là, un petit peu plus, parce que des fois, même quand on est entraîneur-chef, il y a un petit peu moins de temps de passer qu'ici coach au 3, de temps avec les frappeurs sur le banc. Donc, il y a ça aussi, je pense. Là, mais les spécifiques exactement, je ne sais pas encore. C'est quelque chose que je sais qu'ils m'ont dit que ça va être avoir un joueur. Je vais avoir un rôle. Je ne serai pas là pour faire la pancarte avec les cheveux longs, rien. Je vais être là pour de vrai parce qu'ils pensent que je peux aider le club. Et comme on parlait tantôt, tu étais dans une culture gagnante avec les diamants. Tu as gagné avec les diamants. Ouais. Donc, heureusement, grâce à ta performance-là, tu as une bague de championnat. Est-ce que tu penses que ça t'amène un stress de plus? Est-ce que ça t'amène
comme un statut plus gros de dire ah, on va avoir un coach qui va gagner, il va nous amener là, ou Euh, tu vas juste amener un peu la culture qui était présente avec les Diamants? c'est plus cette option-là, je pense. C'est plus l'option de amener un petit peu le vouloir, un petit peu la culture, certaines choses pour gagner. Mais je pense que Mike a fait un excellent travail de ce côté-là. C'est que juste les gars qui sont partis quand il est arrivé de l'équipe à 6 ou 7 victoires, je pense que c'est 7 victoires pour me faire corriger. Là. 7, ouais. 7 victoires quand l'année que Martin est parti, toutes ces choses-là, où je ne sais plus qui Martin est encore le coach. Ouais. Mike est arrivé, puis ils ont tout de suite commencé à bien travailler. Puis ça, je pense, ça part d'une culture. Une culture gagnante n'est pas nécessairement de gagner le championnat. Je pense que c'est juste d'avoir une culture qui est solide, une culture qui est dans la bonne direction. Puis Mike a fait ça avec les voyageurs depuis 3 ans. Déjà là, tu les vois justement là où ça travaille fort. Il y a des pratiques, ça travaille fort, il faut que tu arrives à l'heure, il faut que tu joues d'une certaine façon, sinon tu ne joues pas, peu importe qui. Donc ça amène déjà dans la bonne direction. Maintenant, si moi, je peux apporter quelque chose de plus, qu'exemple, je pense qu'il n'est pas là, que j'ai vu à Québec, ou peu importe, je vais le faire, mais je suis vraiment pas là pour changer la culture. Je pense que justement, elle que Mike a amenée est très solide, très bonne. Puis cette culture-là peut nous amener à gagner un championnat, là, 100%. Je pense pas qu'il faut la changer. Et dans les dernières années, les Voyageurs ont souvent été qualifiés comme l'équipe qui avait une chance de remporter les grands honneurs. On pense à la saison où ils ont gagné le championnat de division de la financière Sun Life. Je la connais par cœur. Ouais. Et cette année-là, on pensait vraiment qu'elle allait se rendre. Trois-Rivières, finalement, sont arrivés avec une grande surprise et ont battu les Voyageurs en 3 rencontres. Et l'année suivante, l'année passée, c'est plus Charlebourg qui a surpris un petit peu, si ma mémoire est bonne, parce qu'ils ont joué contre les Diamants, ils ont gagné. Ça a été Charlebourg par la suite. Et malheureusement, ils ont. Pas Charlebourg, excuse-moi, Repentigny. Ils ont perdu contre Repentigny. Qu'est-ce que tu crois qui était manquant dans l'équipe à ce moment-là? Est-ce que c'était les blessures? Est-ce que c'était peut-être la profondeur de lanceur? Si tu peux, je pense que c'est peut-être là justement un manque d'expérience ou des moments de pression comme ça. La première année que tu te rends en série, tout est beau, tu n'as pas trop de pression, tu perds en 3 contre Trois-Rivières, justement. L'année passée, avec beaucoup de 22 ans, je pense qu'il y en a que c'est peut-être justement qu'est-ce qui manquait, c'était simplement un joueur qui avait vécu ces moments-là, qui avait gagné ailleurs. Émilie Plouffe l'avait fait. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui manquait. Ça a été un petit peu d'exécution. Est-ce que ça vient de la pression? Est-ce que ça vient de parce que l'équipe en tant que telle était vraiment forte. Il y avait des excellents joueurs. Les rôles étaient clairs. Il est arrivé avec des moments à frapper d'un double jeu d'un joueur qui n'a jamais frappé d'un double jeu de l'année. La balle a été frappée solidement. C'est juste des petits jeux, je pense, qui manquent d'exécution. C'est le baseball, je pense. Je pense pas qu'il manquait vraiment quelque chose que tu peux facilement pointer et dire il manquait un arrêt court, il manquait un lanceur, il manquait ci, il manquait ça. Je pense qu'il manquait un peu de chance, il manquait un peu d'opportunisme. C'est des petits détails. Je pense qu'il manquait vraiment les petits détails. Puis quand tu es rendu à parler qu'il te manque les petits détails au lieu de justement d'un certain joueur, une certaine position, c'est là que tu vois que la culture et que l'équipe s'en va dans la bonne direction. Donc, on pourrait considérer que les Voyageurs sont prêts, très près de réussir peut-être la grande exploit qui, ça fait quelques années que c'est pas arrivé. Là. Je ne sais pas, je sais qu'on a perdu beaucoup de 22 ans, fait il y a beaucoup de souliers à remplacer cette année. Christopher Pouliot, Guillaume Chenard, Emilien Plouffe, William Tremblay. Je suis sûr que j'en oublie, je pense qu'il y en avait 6, là, donc je m'excuse que j'ai oublié. Le Christophe Thomas, Christophe Côté-Turcotte, ça fait 5, puis il y en a un autre, me semble que. Chénard, Plouffe, Tremblay, Pouliot, Fréchette. Fréchette, c'est ça. Zach Fréchette, qui était un des releveurs, justement, ça faisait 2 ans également. C'est surtout côté des lanceurs, il y a beaucoup de manches à aller chercher. Donc, je ne suis pas prêt à dire qu'on est les favoris rien. Je pense qu'on aime l'équipe qu'on a sous la main présentement. On a un bon line-up. Ça reste à voir maintenant comment on peut justement ajuster pour qu'on va arriver au camp prêt. Je pense qu'aussi le Soccer Dome va nous aider à avoir un bon camp d'entraînement. Parce que l'année passée, ça revenait souvent dans les conversations qu'on manquait de volume en début d'année. Je pense que cette année, on a l'avantage justement d'avoir le Dome avec nous. Je pense que ça va être. J'ai hâte de travailler avec les jeunes, j'ai hâte de travailler avec le coaching staff. Ça va être quelque chose, je pense, une belle saison à venir, mais non, je ne suis pas prêt, par contre, encore à dire un titre ou c'est un titre ou rien. Là. Je pense que juste de compétitionner et de voir où si on a une chance, ben, tant mieux. Sinon, ben, on va essayer de s'ajuster pour l'avoir. Pour faire du pouce un peu sur ce que tu viens de mentionner, là, le Soccer Dome va tellement être un élément supplémentaire parce que quand je lisais les articles que Mike a fait avec les journalistes, souvent il disait
la première année COVID, que ça a pris du temps avant que la saison débute, on a eu beaucoup de temps pour faire du Ouais, volume, c'est ça. beaucoup de temps pour apprendre à jouer ensemble et à se sentir connectés. Puis la saison suivante, l'équipe s'est créée, on a commencé à pratiquer quand même tard, puis là, la saison a commencé, puis on a Ouais. eu du temps à commencer puis à se sentir à l'aise, ce qui a expliqué la série de défaites, de je pense 5 défaites de Ouais, au suite, début. puis qu'un moment donné, là, ça a parti, là, puis que là, les gars commençaient à se sentir plus à l'aise. Puis là, il y a eu des séries de victoires de 3-4 parties de suite où est-ce qu'il y a eu des victoires. Fait que j'ose croire que cette année, avec le terrain synthétique, ça va avoir un élément supplémentaire, là. Du moins, je l'espère. C'est-à-dire que quasiment en février, ça peut être commencé là, de pratiquer puis de jouer Ouais, plus je ne sais pas exactement régulièrement. encore quand, mais c'est sûr qu'on a hâte justement parce qu'on a les installations maintenant pour le faire. Et on termine sur une question que. En fait, j'ai deux questions. La première Ouais. étant, quels sont tes plans pour les années futures? Est-ce qu'on va voir un joueur qui a grandi au Saguenay devenir le coach en chef? C'est-tu dans tes plans? C'est sûr que c'est dans mes plans. Mon plan, moi, c'est d'aller le plus loin que je peux dans le coaching. Est-ce que ça inclut coacher un chef junior ici au Saguenay? J'aimerais ça. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aimerais. Est-ce que ça va être possible? Ça, je ne sais pas. Ça, l'avenir nous le dira. Mais c'est sûr que oui, c'est quelque chose que j'aimerais de pouvoir dire justement qu'un gars de la place en chef de l'équipe de baseball de la place, le junior au Saguenay. Mais c'est sûr que je veux me rendre le plus loin possible. Puis je pense que ça pourrait être intéressant dans mon cheminement. Et la dernière, ça, je l'ai posée dans tous les podcasts que j'ai fait avec les voyageurs l'année passée et je vais la transférer ici parce que j'aime bien cette question-là. Si je te donne la chance, comme frappeur, d'affronter n'importe quel lanceur, donc le lanceur peut être dans la LBGQ, le lanceur peut être décédé dans la MLB ou dans les Ouais. ligues professionnelles, ou il peut jouer présentement. Lequel tu prends pour affronter dans une présence, là, je te donne un exemple, 9e manche, dernier retrait, tu es dans une série mondiale, puis tu as ce lanceur-là à affronter pour faire gagner ton équipe. Faut que je frappe un coup sûr contre ce lanceur-là. Ouais. Ouf. Ben, je vais essayer d'en prendre quand même un. En ce moment, Ça peut même être, je sais pas obligé d'être un coup sûr, juste un lanceur aussi que tu veux simplement affronter, que tu te dis, ouais, c'est ce ça. serait Plus, je vais y cool aller, de je pense, voir dans ça. cette optique-là, parce que je pense que je vais aller dans les majeurs, mais tu sais, comme en ce moment, Shohei Ohtani, je pense, un gars de même de pouvoir affronter, sinon dans le temps, Nolan Ryan, le gars qui a le plus de strikeouts de l'histoire, d'être dans la box des frappeurs et de voir pourquoi personne ne peut les frapper. C'est sûr que ça, je pense, ça serait. Puis même les catchés aussi, vu que je suis un receveur, catcher ces lanceurs-là, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment, justement, pourquoi ils sont si dominants, de le réaliser en tant que frappeur et en tant que receveur. Merci beaucoup, Nicolas Doré, d'avoir été avec nous. Pour les gens qui habitent au Saguenay ou qui vont venir au Saguenay, vous allez pouvoir le voir dans les belles couleurs des voyageurs de Jonquière l'été prochain. Et restez proches. Abonnez-vous. On commence avec le podcast Le Monticule. C'est un début. Il va en avoir plusieurs autres. On va essayer d'aller voir des gens de plusieurs sports-études, de plusieurs sphères. On va même se tenter avec les grandes ligues majeures, voir si on est capable d'aller chercher des Abraham Taureau, Charles Leblanc. Qui sait? Tout est possible. On débute. Mon objectif, c'est de faire découvrir toute la LBGQ, faire découvrir le baseball au Québec. Donc, on espère qu'on va se diriger vers cette lignée-là. Et sinon, vous pouvez suivre Nicolas là, sur tous ses réseaux sociaux pour voir son cheminement avec les voyageurs de Jonquière. Et qui sait, dans quelques années, il va peut-être être à la tête de l'équipe des voyageurs. On l'espère, on le souhaite. On souhaite toute la meilleure chance du monde, Nicolas. Et on espère se voir au podcast prochainement. Merci beaucoup, Zach. C'était super apprécié. Tu fais un super bon travail. Merci beaucoup. Merci à toi.